Mes chers camarades, bien le bonsoir, bien le bonjour, que vous soyez en direct ou en rediffusion sur les nombreuses plateformes Nota Bene, que ça soit Nota Bene et Nota Bonus sur YouTube ou encore les podcasts. Et oui, parce qu'on est absolument partout. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Ludovic Slimak, qui est paléoanthropologue. Voilà. Docteur depuis 2004, chercheur au CNRS, il fouille depuis 1998 dans la grotte Mandrin, dans la Drôme. En parallèle, il a dirigé des missions de la Corne de l'Afrique au cercle polaire russe, c'est vous dire à quel point il a voyagé. Il a publié récemment Néandertal nu, comprendre la créature humaine aux éditions Odile Jacob, un livre dans lequel il propose une nouvelle façon d'appréhender notre ancien cousin, l'homme de Néandertal. D'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler, hein, il y a une belle couverture médiatique. En février, il révèle avec son équipe la plus ancienne arrivée de Sapiens en Europe, dès le 54e millénaire, en reculant de 10 millénaires l'arrivée de nos ancêtres en Europe. Donc quand même, belle découverte. Ludovic, bonsoir. Bonsoir Ben et bonsoir à toute ta communauté. Et voilà, je suis très heureux de te recevoir ce soir pour parler d'histoire quand même, enfin de préhistoire on va dire. Oui, c'est de l'histoire en fait. L'histoire commence pas avec l'écriture et donc on ouvre une belle porte vers un inconnu lointain, mais pas si lointain que ça, on va le voir. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est un paléoanthropologue? Alors, d'abord, c'est une case qui veut pas dire grand-chose. Moi, j'entends paléoanthropologue dans le sens anthropologie culturelle. Il y a une ambiguïté sur le mot anthropologie parce qu'en français, c'est deux choses, d'ailleurs, d'une manière générale. Dans l'absolu, c'est soit l'analyse de l'anthropologie biologique, c'est l'analyse des ossements, soit l'anthropologie culturelle. Et l'anthropologie culturelle, c'est toute l'étude, tout le champ d'études des sociétés et de compréhension de ce qu'est l'humain. Et c'est dans ce sens-là que je me définis anthropologue, pas du tout dans le sens des ossements, c'est-à-dire que la morphologie des ossements de Néandertal, c'est sympa, mais c'est pas du tout mon sujet. Et quelque part, je pense que c'est un outil qui est fondamental, mais c'est pas avec ça qu'on va comprendre. C'est pas en étudiant un crâne qu'on va comprendre ce qui se passe dans le crâne. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette coquille vide. Et donc la coquille vide, elle nous dit rien, mais il reste des artisanats, des millions d'objets, et c'est ma spécialité. Je les étudie, j'essaie de comprendre ce qu'étaient ces sociétés, de définir des cultures et de voir comment elles ont évolué à travers les millénaires. Alors, le truc, c'est que bon, d'habitude, comme je te l'ai dit, on fait plutôt des émissions sur l'histoire, entre guillemets, la période définie de l'histoire qui dure quelques millénaires. Voilà, bon, c'est surtout quelques siècles d'études en général pour un historien, voire un siècle en particulier. Là, sur la préhistoire, on est quand même sur des autres échelles, hein, avec des échelles de temps vraiment qui sont vraiment millénaires et en de nombreux millénaires. Et comment est-ce qu'on peut réaliser finalement ces échelles-là? Est-ce que c'est pas compliqué de travailler en millénaire plutôt qu'en siècle? En fait, je pense que c'est quelque chose pour nous qui est impossible parce que on va dire que 80 ou 100 ans, une vie humaine, ça nous semble pour nous l'infini. Et je pense qu'on a une sorte de filtre mental qui nous empêche de penser le temps. Et donc c'est vrai que dès qu'on met, des fois j'ai des journalistes, ils passent sur mes fouilles et puis je leur dis là c'est il y a 40 000 ans, là 50 000 ans, là 100 000. Puis j'ai la couverture du journal, il y a 50 millions d'années à la grotte Mandra. Et le truc, mais en fait, on peut pas leur en vouloir parce que le temps, c'est quelque chose qui nous file entre les doigts, tu vois, et c'est quelque chose qu'on peut pas concevoir parce qu'on a, comme on meurt au bout de 100 ans, quand on a de la chance, on a une espèce de filtre qui nous empêche de concevoir vraiment concrètement ce qu'est le temps. Et alors, je pense qu'il y a un outil que je propose généralement, un petit exercice qui permet de s'y retrouver. Globalement, les seules quantités avec lesquelles on est habitué de jongler, c'est l'argent, c'est les euros. Et le seul temps qu'on est capable de concevoir, vraiment, c'est une année. Tu vois, tu sais, tu peux dire oui dans un an ou l'été dernier, tu vois bien où tu étais l'été dernier, tu vois que le temps a filé et que l'année, elle est passée comme ça. Donc, tu sais exactement ce qu'est un an, tu sais exactement ce qu'est un euro et tu sais aussi exactement ce qu'est 40 000 euros. Et si tu fais la conversion un an, un euro, tu vois, 40 000 euros, tu fais des choses, mais enfin, tu vas pas t'acheter ta baraque non plus avec ça. Et en fait, 40 000 ans, tu sais qu'un an, ça passe comme ça. 40 000 ans, c'est un événement qui vient juste de s'écouler. Et en fait, c'est un temps qui est très proche, 40 000 ans. Et dans les cavités dans lesquelles je travaille, dans les niveaux qui ont 40 000 ans, par moment, j'ai l'odeur, moi, qui sort dans les sols, des odeurs très, très fortes. Et ça, tu vois, cette espèce de filtre qu'on a de « Ah, c'était il y a longtemps, c'était il y
y a 40 000 ans. En fait, non, c'est pas ça. 40 000 ans, ça vient de se passer. C'est juste qu'on est extrêmement éphémère et que dans notre nature humaine extrêmement éphémère, on peut pas se projeter dans ce temps-là. Et on peut le faire seulement quand on fait cette conversion à travers le temps. Et pourquoi j'ai pris 40 000 ans? Parce que 40 000 ans, c'est ce moment singulier où on a l'extinction de l'homme de Néandertal et l'arrivée définitive, on va dire, sur les territoires européens de l'Homo sapiens, même si, effectivement, je pense qu'il est arrivé beaucoup plus tôt, dès le 54e millénaire, comme on l'a montré au mois de février. Mais alors justement, quand on travaille sur les périodes sur lesquelles on travaille, il n'y a pas une humanité, on va dire, il y en a plusieurs. Il y a différents types homo qui évoluent parfois ensemble. Comment est-ce qu'on les catégorise? À quoi ça correspond finalement ces classifications? Oui, c'est la deuxième embûche. En fait, le truc, c'est que la première embûche, c'est le temps, et la deuxième embûche, c'est la projection. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a qu'une humanité sur Terre, et donc on est tous exactement pareils, on a tous les mêmes comportements, on a tous les mêmes manières de penser, et il faut arriver à se dire qu'en remontant dans le temps, il y a eu des formes humaines qui n'étaient pas nous. Et ça, c'est le deuxième défi, c'est-à-dire c'est le deuxième blocage qu'on a, je pense, au niveau mental, et qui nous forme un filtre et qui nous empêche de raisonner sur quelque chose qui pourrait être pleinement humain et en même temps pleinement différent de nous. Et ça, c'était vraiment le défi dans Néandertal nu. J'ai essayé de poser mes idées sur... Il y a vraiment, tu vois, on a écrit 1000 choses sur Néandertal depuis 150 ans, et il y a plein de choses il y a des écoles bien sûr de pensée, il y a plein de choses qui pour moi collaient pas, parce que je pense qu'on était dans un piège, dans ce piège mental de vouloir voir. En fait, on a vu deux choses dans Néandertal, que ce soit Néandertal ou toutes les humanités éteintes, les humanités passées, ce que j'appelle dans mon livre la créature. Il y a deux écoles globalement. Il y a une école anglo-saxonne, donc d'anglais, d'américains, et qui vont avoir une sorte de sous-homme, d'homme-singe, d'homme inférieur, mais dans une hiérarchie avec nous. Et il y a les écoles plutôt latines qui prennent le contre-pied, donc des chercheurs français, italiens, portugais, espagnols, et qui vont dire non, mais Néandertal, c'est nous. Et je pense que ces deux écueils-là, ces deux écueils sont une impasse, et ces deux écueils sont un piège. Et quand on essaie d'étudier, mais on peut, comment dire, c'est un piège à la fois évident et presque... Il est presque impossible de s'en sortir, de se dire, mais attends, là, j'ai des artisanats, je les prends entre mes mains, j'ai des objets, ils sont d'une beauté éclatante. Souvent, il y a une harmonie de l'objet, c'est vraiment, l'objet néandertalien est extrêmement beau, communément. Et en même temps, donc on va se dire, c'est un homme, quoi. Et en même temps, quand on le regarde de plus près, on se dit, mais attends, mais il y a vraiment des choses qui m'échappent dans ces artisanats, dans ces objets, dans ces manières de concevoir la matière. Et je pense que les deux grandes écoles de Néandertal, c'est nous, ou Néandertal est quelque chose qui nous est inférieur, sont toutes les deux un écueil de la pensée, mais un écueil dont il est extrêmement dur de se dégager. Et c'est tout ce que j'ai essayé de faire dans Néandertal nu, c'est d'ouvrir les fenêtres. Après 30 ans, ça fait 30 ans que je quête, que je chasse, que je traque la créature, ce que j'appelle la créature. Je l'appelle la créature et pas l'humain, parce que justement, il faut arriver à se décentrer. Si on dit juste c'est un humain, on n'arrivera pas à concevoir quelque chose qui peut-être est très différent de nous, tout en ayant de nombreuses caractéristiques de ce qui pour nous est pleinement humain. Et donc je l'appelle la créature. Et dans la créature, il y a aussi le créateur. Et le créateur, c'est nous. C'est-à-dire, quand je dis que c'est une créature, je sous-entends que Néandertal n'existe pas et que ce qu'on en voit, ce sont nos projections, nos fantasmes, nos manières de concevoir le monde, et on a créé une boîte, comme quand on dit, tu es un paléoanthropologue, tu crées une boîte, et dans cette boîte, on l'a rentrée de force et on a dit, regardez, il est ceci ou il est cela. J'essaye de travailler là-dessus, de déconstruire, de travailler contre moi. C'est une partie d'échec, c'est pas une partie d'échec contre mes collègues, c'est une partie d'échec contre moi-même. J'essaie en connaissant très très bien cette matière, très très bien ces artisanats, en étant des fois 3, 4, 5, 6 mois par an en grotte, j'essaie vraiment de me noyer dans ma matière, c'est-à-dire de faire une sorte d'ethnologie participative, de me mettre vraiment dans leur milieu et d'essayer de regarder et d'objectiver.
Et c'est quelque chose de très dur. Je dis pas que je l'ai réussi, et je dis que c'est plutôt un défi mental. C'est le deuxième défi mental après le temps, qui est d'essayer de concevoir une intelligence différente et pleinement extérieure à nous. C'est pour ça que je veux pas spoiler, mais je commençais le livre par des anecdotes extraterrestres, par une anecdote remarquable, et qui nous ouvre. Je pense que le sujet, en fait, le sujet extraterrestre, mais même le sujet des hommes sauvages, du Yéti, de tous nos fantasmes, de toutes nos conceptions, de toutes nos créations, des lutins et du petit peuple, des fées, c'est tout ça, c'est le sujet des intelligences extérieures à nous. Et en fait, tout ça, je pense que c'est le sujet de Néandertal. Tu penses que c'est vraiment un fantasme à ce point quand tu le compares avec l'extraterrestre, quoi? Je pense qu'il appartient totalement aujourd'hui à la pop culture, qu'il appartient totalement, qui nous a, c'est vraiment la créature de Frankenstein qui nous a totalement échappé et qui a aujourd'hui sa vie propre. Et on est confronté à cette sorte de création psychique qui a sa propre vie maintenant. Et on a un truc où, si tu parles à ta communauté ou si tu parles à des gens dans la rue, tu dis Néandertal, ça va leur évoquer quelque chose. Et ce quelque chose va être leur réalité, leur conception, comme tu pourrais dire Batman, ça va être leur réalité. Ça appartient vraiment. C'est un super-héros, Néandertal, c'est un super-héros qui aujourd'hui, effectivement, nous a échappé. Et donc, essayer de le rattraper, d'abord essayer de le définir, ensuite essayer de le rattraper dans la tête des gens, essayer dans les concepts qui aujourd'hui nous habitent tous, hein, je ne suis pas exempt de ces fantasmes-là, dans ces concepts qui nous habitent, il faut essayer de voir qu'est-ce qui vraiment est une pure réalité matérielle et qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction. Et c'est une construction qui a plus de 150 ans et qui a eu effectivement un retour de la culture populaire extrêmement riche. Et donc, quand on est confronté à ça, c'est pas simplement un tas de boudos ou un bout de silex, c'est quelque chose de beaucoup plus large que tout le monde connaît dans toutes les cultures, dans tous les continents, et qui leur évoque quelque chose. Et je crois que ce quelque chose, en soi, est un sujet, et est un sujet aussi intéressant. Et si on prend pas cette matière-là, pour la confronter aussi aux données archéologiques et aux données scientifiques, on n'est pas dans le sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à sortir l'intelligence de tout ça, parce qu'en fait, tout ça, ce sont les filtres qu'on a devant nous, sur nos yeux, et qui nous guident ou nous égarent et doivent nous amener à penser. Et bien sûr, quand on pense Néandertal, en fait, ce qu'on essaie de penser et ce qu'on essaie de définir, c'est nous, c'est l'homme, c'est qu'est-ce que l'humain. Et en travaillant sur Néandertal, en fait, pour bien comprendre quelque chose, la seule manière de bien comprendre quelque chose, c'est de le comparer à autre chose. Et pour bien comprendre l'intelligence humaine telle qu'on l'entend chez l'homme, parce qu'il y a de très nombreuses formes d'intelligence sur Terre, mais l'intelligence humaine, il faut arriver à lui trouver un miroir, et je pense que ce miroir parfait, c'est-à-dire ce que sont nos conceptions, ce que sont nos idées, ce miroir, c'est Néandertal. Et que si on arrive à définir sous une certaine forme ce que fut cette humanité, peut-être qu'on va réussir à redéfinir aussi ce que nous sommes, ce qui est le deuxième, c'est plus le deuxième, cette fois c'est le troisième défi, c'est qu'une fois qu'on a défini la créature, il faut essayer de se comprendre soi. Et soi, nous, il y a nous dans nos cultures et nous dans notre éthologie, nos comportements. Et là, je veux dire, rien n'est gagné. Je veux dire, les Occidentaux se pensent une culture moderne, détachée, intelligente, distanciée de tous nos grands schémas, en fait, pas du tout. On est juste les Occidentaux, nous sommes une société traditionnelle parmi des milliers d'autres sociétés traditionnelles. On n'est ni plus ni moins, et on n'est surtout pas plus libre de nos concepts. Un des trucs évidents, je veux dire, pour les gens qui pensent qu'on est aujourd'hui des gens rationnels et modernes, je vais te donner un exemple à ta communauté qui est très simple, que j'adore.
Admettons qu'Einstein, qui appartient aussi à la pop culture, mais dont on connaît quand même les qualités intellectuelles, décide aujourd'hui subitement il est toujours vivant, tu vois, et il décide de se présenter au concours du CNRS. Et il dit, j'ai envie de me présenter, mais en même temps, tu sais, il est très intelligent et donc il est aussi un petit peu original. On le voit bien sur la photo où il tire la langue, tout ça. Il a une originalité en lui et il se trouve qu'Einstein, il adore aussi des éléments d'anthropologie culturelle. Il adore les papous. Et les papous, lui, ça le fait triper ces mecs à poil avec un tube sur le sexe. C'est vraiment, il trouve ça extraordinaire. Et avec toutes ces qualités, il se présente au concours du CNRS habillé en papou, pas pour être original, mais parce qu'il trouve ça extraordinaire. Il trouve que c'est un beau peuple. Et il s'habille en papou, nu, avec un tube sur le sexe. Il se présente au concours du CNRS et tu peux parier tout ce que tu veux, il ne sera jamais recruté. Ça veut dire que même si les gens du CNRS, je m'inclus dedans, c'est pas du tout une critique pour le CNRS ou pour Harvard University ou pour tout ce que tu veux, pour n'importe quelle institution occidentale, on n'est pas exempt de nos limites. Si j'ai les cheveux longs, si j'ai la barbe, si je m'habille comme ci, si je m'habille comme cela, en fait, on est jugé et on est mis dans des catégories. Et je pense que quel que soit le génie de la personne, dans nos sociétés, si la personne est trop originale, elle ne pourrait pas être acceptée par notre société. Pourquoi je dis tout cela? C'est pas du tout une critique sur aucune institution occidentale. C'est simplement pour ouvrir les yeux sur le fait que nous ne sommes qu'une société traditionnelle, qu'aujourd'hui les femmes ont le droit de mettre des pantalons qu'elles ont gagnés de haute lutte, mais que c'est plus compliqué pour un mec de mettre une jupe ou de se maquiller ou d'avoir les cheveux longs. Et pourtant, c'est des détails, c'est le truc après la virgule, c'est le truc dont on s'en fout, quoi. Mais c'est vachement important. C'est-à-dire que si tu te balades en jupe et maquillée, avec une belle barbe, et bon, à la limite, si t'es écossais, ça passe. Mais sinon, c'est compliqué. Et donc, il faut comprendre que nous autres, là, ce regard sur Sapiens, nous ne sommes qu'une société traditionnelle avec nos limites, avec nos contraintes, avec nos cases, avec nos tabous qu'il ne faut pas transgresser. Et il faut arriver pour comprendre une humanité qui est autre chose que nous, qui sont d'autres cultures et d'autres cultures lointaines que je vais seulement voir avec des objets épars que je vais retrouver dans des grottes, pour se confronter à des cultures aussi différentes de nous, je pense qu'il faut être très décalé par rapport à notre temps et notre société. Et que si on n'a pas la capacité de faire cet effort, de se décaler intellectuellement par rapport à ce que nous sommes, on peut pas espérer l'ombre d'une seconde pouvoir se confronter à des manières d'être au monde qui ont dû être incroyablement différentes, incroyablement divergentes. J'avais un prof et là, je pense que chez Néandertal, on est dans des différences vraiment très lointaines. Mais même si on prend de simples différences culturelles, moi j'ai appris l'ethno, j'avais un prof d'ethno qui était remarquable et il nous parlait il disait, le jour où vous comprendrez qu'un gars qui plante 3 flèches dans le dos de sa femme parce qu'elle n'a pas ramené assez de bois sec est un brave gars, vous pourrez commencer à faire de l'ethnographie. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est-à-dire que tant qu'on est dans nos projections de nos valeurs, si on se dit « Oh, mais ça, c'est choquant, c'est affreux », c'est qu'on n'est pas prêt à se confronter à l'altérité, à se confronter à l'autre. Et là, quand je parle du gars qui plante les 3 flèches dans le dos de sa femme, c'est qu'une différence culturelle. Et chez Néandertal, c'est pas que de la différence culturelle. Il y a peut-être, probablement, c'est ce que j'essaye de soulever, de mettre en lumière dans Néandertal nu, il y a certainement une question d'éthologie. L'éthologie, c'est le comportement. On voit tous qu'il y a un comportement des chats qui n'est pas le comportement des chiens. Et on voit tous que les canidés vont être d'une certaine manière, les félidés d'une autre, mais un chat, c'est pas un lion, un loup, c'est pas un chien, etc. Et donc, tout ça, c'est l'éthologie. Il y a des disciplines aujourd'hui qui travaillent sur l'éthologie humaine. Et je pense que la bonne question, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les écoles de pensée, c'est pas de savoir si Néandertal est nous-mêmes ou si Néandertal nous est inférieur. Je pense que la bonne question, et qui n'a jamais vraiment été posée en ces termes, et que je pose dans ce livre, c'est: a-t-il existé
une éthologie néandertalienne? A-t-il existé une humanité qui comprenait, de par sa biologie, non pas de par sa culture, le monde de manière radicalement différente de nous? Dans l'état actuel des choses, au niveau de la recherche de tes collègues, par exemple, on en était où sur alors là, parce que là dans tes recherches tu recules l'arrivée de Sapiens de 10 millénaires. Ça va impliquer des choses aussi pour Néandertal, et ça va impliquer des choses dans les relations que les deux vont pouvoir entretenir aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo de la situation, enfin des connaissances jusque-là, qui était mise en avant sur l'arrivée de Sapiens, sa confrontation avec Néandertal, etc., avant de nous détailler tes recherches et tes réflexions là-dessus? Bien sûr, oui, oui, c'est fondamental, c'est très important parce que ça, c'est quelque chose en plus qui est plus vraiment enseigné ni au collège ni au lycée ou très superficiellement, et donc il faut repartir de là. Effectivement, Néandertal est une humanité pleine et entière, une humanité éteinte, et il n'est pas notre ancêtre. Et le moment où nos ancêtres biologiques ou sapiens va arriver sur le continent européen, c'est le moment précis où ces populations vont tirer leur révérence. Alors effectivement, on a un certain nombre de gènes en nous qui descendent de ces populations, mais ces gènes nous disent pas grand-chose, pas plus que si tu vas voir un marchand italien de glace dans le Bronx à New York, s'il est là depuis plus de 100 ou 200 ans, sa famille, il a des gènes d'Indien des plaines, mais pour lui, il se considère comme un Italien, il a peut-être aucune connaissance de ça, ou si tu veux, l'exemple que je donne traditionnellement aussi, donc ça c'est pour la différence culturelle et les héritages culturels qui ne se transmettent pas nécessairement. Et au niveau biologique, l'exemple que je donne généralement, c'est que imaginons que soudainement tous les loups disparaissent sur Terre. On ne sait pas pourquoi, mais les loups disparaissent. Et le fait que le caniche de mamie est l'essentiel du génome du loup n'indique pas que le loup ne s'est pas éteint. Le loup s'est pleinement éteint, et le caniche ne peut pas revendiquer cet héritage-là. Ben, pour Néandertal, c'est de ce degré-là. Et le moment de la rencontre, ce moment, en fait, on n'arrive pas vraiment à le calibrer, c'est-à-dire qu'on dit, ils se sont rencontrés en Europe, mais c'est à la résolution de nos datations au carbone 14. Et nos datations au carbone 14, pour ces périodes-là, qui ont 40, 42 000 ans, je pense 54 000 dans la vallée du Rhône, mais mettons même à 42 000 ans, on est à plus ou moins 1000 ans. Déjà, quand on arrive à plus ou moins 1000 ans, je peux te dire qu'on a fait un sacré boulot et qu'on peut être fier et qu'on a dû faire une sacrée série de dates et des sacrés modèles statistiques. Mais à plus ou moins 1000 ans, ben hier soir, tu dînais avec Jules César à ta droite et Charlemagne à ta gauche. Et ça, c'est l'exemple que je donne dans Néandertal nu. Donc, tu sais bien sûr que ce dîner improbable n'a pas eu lieu. Et bien, ce dîner improbable, on ne sait pas non plus s'il a eu lieu entre Néandertal et Sapiens. On ne sait pas s'il existe un seul territoire de l'Europe où les deux populations se sont vraiment rencontrées. On sait que Sapiens aujourd'hui a des gènes néandertaliens, mais ces gènes sont peut-être plus anciens, ou ont pu être acquis du côté de l'Est de la Méditerranée, où les deux populations ont cohabité sur des périodes beaucoup plus longues, et au moins dès le 100e millénaire. Et donc là, on est face à une partie d'échec dans laquelle on ne sait pas trop dire, on ne sait pas s'ils se sont rencontrés, on sait qu'ils s'éteignent, mais on ne sait pas si c'est vraiment synchrone, et on voit rien. Mais par contre, ce qu'on voit au niveau archéologique, à travers toute l'Europe, alors qu'on avait un grand nombre de cultures néandertaliennes, des cultures qu'on peut appeler le moustérien ou le mycoquin, mais bon, peu importe, il y a des cultures qui vont perdurer comme ça pendant des dizaines ou des centaines de millénaires à travers les territoires européens. Et dans cette fourchette chronologique, pour prendre large, on va dire entre 40 et 50 000 ans, là, on est à plus ou moins 5000 ans, mais bon, tu vois, ça te donne un petit peu l'ampleur de notre flou. On voit que des artisanats que l'on pense être néandertaliens, sans aucune certitude, paraissent
réinventer ou inventer des choses très modernes, alors ils étaient dans leur vieille tradition depuis au moins 100, 200 ou 300 000 ans. D'un coup, on voit émerger des parures, on voit émerger du travail, on fait des outils en bois de cervidé, en ivoire qu'on ne faisait pas du tout avant. Les artisanats deviennent très minces, très élégants, ce qu'on appelle des lames et des lamelles, qui est propre de ce qui va caractériser après Sapiens à travers toute l'Europe et que Néandertal ne faisait qu'à la marge. Et tout ça émerge à ce moment-là, et c'est ce qu'on a appelé des industries de transition. Et on a supposé que c'était Néandertal qui, au contact par acculturation avec Sapiens, allait évoluer et modifier ses manières d'être et ses traditions. Alors il va y avoir plein d'industries de transition. Il y en a X, du Châtel-Péronnien, de l'Ulusien, du Néronien, du Bohunichien, du Streletzkien, du Zélétien oriental, il y en a autant que tu veux, du Gersmanovitchien, plein de noms en rien comme ça, tu vois, et qui sont un petit peu barbares, et en fait qui nous disent pas grand-chose. Pourquoi ils nous disent pas grand-chose? Parce que on sait, si tu veux, c'est comme si on passait, je vais faire une énorme caricature, mais elle est intéressante. On va dire que Néandertal faisait des industries traditionnelles, archaïques, qu'on va appeler zéro, que Sapiens faisait des industries, des éléments modernes qu'on va appeler 1. Et ce passage, ce moment du contact du 0 au 1, entre les deux, on a du 0,5. En fonction des territoires, ce 0,5, c'est plein de cultures différentes. Et ce 0,5, on pense ou on a supposé, on suppute que c'est Néandertal qui s'acculture au contact de l'arrivée des beaux et joyeux sapiens très riches de leur culture moderne. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Ce 0,5, on ne sait pas trop qui le fait. C'est-à-dire que on a, en fait, sur les restes humains, et pour te donner une échelle, l'article qu'on a publié en février dernier, on publié 9 dents de toute notre séquence archéologique. On va dire, bon, 9 dents, c'est pas beaucoup, hein. C'est 9 dents, quoi. Et il faut être conscient que des dents d'Homo sapiens antérieures au 40e millénaire sur toute l'Europe continentale, en 150 ans d'archéologie, on en a trouvé 4. Et celle qu'on publiait était la 5e. Donc les données sont d'une immense rareté. Puis après, il y a des bouts de crâne qui traînent sans aucun contexte archéologique, dont on sait que les dates ne sont pas bonnes ou discutables et on a du mal à les placer. Donc les données sont comme ça, sont super fragiles. On n'a pas les restes humains. On a très peu de restes humains, ils sont très difficilement contextualisables, et c'est dans ce contexte que dans la vallée du Rhône, après 30 ans de travail, nous, on allait publier nos 9 dents. Alors, nos 9 dents, après 30 ans, 2, 3, 4 mois par an, alors je sais plus, j'avais calculé qu'on avait trouvé une dent tous les 10 mois de fouilles, 10 mois de terrain continu avec des équipes à 15, 20, 25, une dent tous les 10 mois. Donc, elle coûte cher, la dent. Tu vois, elle coûte plus cher que quand tu vas au dentiste. Et après 30 ans, malgré tout, on a réussi à avoir ces 9 dents et à voir surtout là des dents dans la période, la sandwich, qui va vers le 50e millénaire jusqu'au moment de l'extinction. Et quand on a confié ces dents à une personne qui s'appelle Clément Zanoli, qui lui aussi est chercheur au CNRS sur Bordeaux. Il nous a dit, écoute, tes dents, sans surprise, elles sont toutes néandertaliennes. Mais il me dit, par contre, là, regarde ta dent en plein milieu de la séquence. Il me dit, là, tu as une dent, c'est de l'Homo sapiens. Et c'est pas n'importe quel Homo sapiens, c'est un Homo sapiens archaïque, pléistocène, c'est-à-dire paléolithique, un Homo sapiens ancien. Les morphologies de cette dent étaient tout à fait particulières. Alors, quand il m'a dit ça, je dis, ah bon, très bien, intéressant, c'est quel niveau? Il me dit, hop, couche E, A. Alors la couche E, pour moi, la grotte Mondrian, donc au fur et à mesure, on descend, A, B, C, D, E, F, G, on descend jusqu'à J. Au fur et à mesure où on descend, on est de plus en plus vieux. La E, c'est notre milieu de séquence archéologique. Et pour moi, la E, c'était super intéressant parce que c'était un truc qui était une véritable énigme que j'avais étudié dans le cadre de ma thèse de doctorat que j'avais défendu en décembre 2004. Et en décembre 2004, j'avais dit, ce truc est très bizarre. On a un problème, et j'avais appelé ce problème anthropologique, j'avais défini une culture que j'avais appelée le néronien. À l'époque, je m'étais dit, c'est certainement Néandertal
qui invente une nouvelle manière d'être et un truc moderne, une de ces fameuses industries de transition en yin. Et donc, j'ai encore fait un yin, j'ai fait un néronien de la grotte de Néron. Et sur cette base-là, ça posait bon, c'est très bien, j'avais reconnu quelque chose, j'avais du mal à l'attribuer, mais je le pensais néandertalien. Mais si on reprenait le schéma que j'ai posé tout à l'heure, où on va du plus simple vers le plus complexe dans une sorte de schéma évolutif très régulier, où on va du 0, 0,5, 1, mais en fonction des régions, le 0,5 n'est pas le même, mais c'est toujours pareil, 0, 0,5, 1 en Italie, 0, 0,5, 1 dans le nord de l'Europe, 0, 0,5, 1 en Europe centrale, etc. Et on a plein de cultures différentes et le processus était toujours le même. Mais si je reproduisais ce processus-là, dans ce que je voyais dans la vallée du Rhône, j'avais pas 0, 0,51. Et c'était ça le problème. Le problème, c'est que j'avais 0, 0,75, 0,25, 0, 0, 0, 0, 1. Alors là, on tombe dans une complexité qui est plus du tout la même. Et effectivement, alors tous les trucs que j'avais définis comme des zéros se sont avérés, ou du 0,25, se sont avérés être associés à des restes humains néandertaliens. Et ce que j'avais défini comme étant un 0, pourquoi 0,75 ? Parce que ce truc était super, super moderne et surtout qu'il avait des affinités techniques tout à fait particulières avec des industries plus récentes qui sont les industries qu'on attribue traditionnellement à Homo sapiens quand il arrive en Europe, qui sont les industries du proto-aurignacien. Et on retrouvait un certain nombre de traditions dans mon néronien qui annonçaient ce qu'on allait trouver 10 millénaires plus tard dans le proto-aurignacien. Alors, le problème anthropologique était là, et était à peu près insoluble vu que effectivement on avait quelques dents, mais à l'époque on savait pas les étudier. On pouvait dire regarde, elle a une grosse vacuole, elle a machin, c'est une tendance néandertalienne, mais on n'allait pas plus loin. Alors que les analyses qu'on a réalisées publiées en février dernier sont des analyses à très haute résolution développées par Clément Zanoli à l'aide de micro-CT scans. C'est des scans au micron, c'est des analyses statistiques extrêmement robustes et qui peuvent te dire à 100%, il n'y a aucun doute, cette dent, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est non seulement de l'Homo sapiens, mais c'est de l'Homo sapiens pléistocène. Et donc là, on avait des éléments extrêmement robustes. Mais avant d'avoir ces éléments très robustes, moi, il y avait d'abord 2004, la question du néronien, énigme anthropologique, énigme historique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc moderne, encadré dans des trucs tout à fait classiques néandertaliens. Et j'allais dire, les portes s'étaient entrouvertes à partir de 2016, quand il y a très peu de... Le néronien est caractérisé par des productions de petites pointes de silex magnifiques, très standardisées, très normalisées, qui peuvent faire jusqu'à 30 mm de longueur maximum et jusqu'à 10 mm, des petits triangles parfaits produits en série. Et on les a par plus que par centaines. Aujourd'hui, sur la petite surface fouillée, on en a 1499. C'est absolument incroyable. Si on prend tous les sites d'Europe en 150 ans d'archéologie, on en a, je sais plus, 800 et quelques. On faisait la culbute sur toute l'Europe cumulée, sur un seul niveau archéologique, et surtout, c'était pas du tout les mêmes pointes. C'était beaucoup plus petite, beaucoup plus légère, beaucoup plus standardisée. Donc énigme. Et à partir de 2016, on décide d'aller travailler aux États-Unis. On part sur Harvard, au Peabody Museum, pendant 1 an, avec ma compagne qui fait des analyses fonctionnelles sur ces mêmes objets, l'Ormetz. Et on part pendant 1 an sur Harvard, parce que là-bas sont déposées des collections qui viennent de l'Est de la Méditerranée. Alors le livre, Néandertal nu, il raconte, c'est un récit de voyage, hein. Avant tout, c'est surtout pas un truc où on s'endort à la 6e page. C'est vraiment, c'est 30 ans de recherche, 30 ans d'égarement, 30 ans de quête, et c'est tous ces récits de voyage. Tu parlais du cercle polaire, de la corne de l'Afrique, de l'Anatolie, des déserts, et je parle de tout ça, je parle de ces rencontres humaines, je parle de comment on s'égare, ou de comment des fois des idées émergent, ou des fois comment nos propres concepts sont complètement retournés. Et là, c'est un retournement 2016, parce que étant sur le Peabody Museum à Harvard, j'étudie ces collections qui viennent de l'Est de la Méditerranée, d'un gisement qui s'appelle Xarakil, et on va là-bas parce qu'on sait que là-bas il y a beaucoup de pointes, mais il y a 1 milliard de manières de faire des pointes, et il n'y a aucune raison qu'ils les fassent de la même manière que dans la vallée du Rhône, mais allons voir.
Et donc, j'obtiens un financement du CNRS et on part pendant une année, en 2016, sur le Peabody. Je descends en Peabody, on descend dans les réserves, on ouvre les tiroirs, on sort les silex, et là, je m'assois, parce que les collections sont très riches, comme à la grotte Mandrin. Il y a beaucoup de choses à étudier. Ce sont des milliers d'objets de silex. Et ce que j'ai sous mes yeux, effectivement, c'est des pointes. Ça, je le savais, mais c'est pas n'importe quelle pointe. C'est très exactement les systèmes techniques, les artisanats, mais exactement les artisanats que je voyais dans la vallée du Rhône. Alors, ce que j'avais, que sur le Levant, on appelait l'initial Upper Paléolithique, c'est-à-dire le début du Paléolithique supérieur, donc le début de la phase moderne d'Homo sapiens. Donc, ce qu'ils appellent là-bas l'initial Upper Paléolithique, c'est ce que j'avais appelé le Néronien. C'est exactement ce que j'avais appelé le Néronien. Et confronté à ça, pour moi, c'est un échec et mat. C'est-à-dire que moi, j'avais supposé que ces industries étaient néandertaliennes sur un ensemble d'éléments argumentés que je pensais raisonnables et qui, en fait, ne l'étaient peut-être pas. Et me trouvant face à cet échec et mat, je décide de l'assumer et dès 2017, je publie plusieurs articles où j'explique que je me suis probablement planté et que puisque ces industries du Levant sont exactement les mêmes et puisque sur le Levant on sait que c'est Homo sapiens, je publie à cette époque que ce qu'on a dans la vallée du Rhône ne peut être que des industries attribuables à Homo sapiens. Et cette historiographie-là, cette remise dans le temps de la recherche est extrêmement important parce que 2017, on est 1 an et demi à 2 ans avant que je confie les dents à Clément Zanoli. Et donc moi-même, je ne savais pas que c'était Homo sapiens. Et par l'analyse de ces artisanats, je réalise que c'est Homo sapiens, je publie dans différents articles que c'est Homo sapiens et que c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à redéfinir parce qu'il faut redéfinir de nombreux de nos cadres intellectuels à ce moment-là. Mais je dis, je vois pas d'autres intellectuellement, pas d'autre interprétation parcimonieuse. Et donc je publie ça. Et quand Clément Zanoli me dit c'est Homo sapiens, moi les articles ils sont publiés depuis 1 an et demi. Et quand il me dit c'est Homo sapiens dans cette couche-là, j'ai publié 1 an et demi avant et je sais depuis 2016 que pour moi, c'est Homo sapiens. Et alors du coup, qu'est-ce que ça va impliquer tout ça qu'est-ce qu'on peut supputer du coup sur ces relations qu'il y a pu avoir et sur leur arrivée plus tôt finalement dans la région? En fait, on sait toujours rien. Donc, si tu veux, le truc qui est intéressant, c'est que donc on a un recul pour l'Europe occidentale, c'est un recul de 12 millénaires. Pour l'Europe continentale, à l'échelle de toute l'Europe, c'est un recul de 10 millénaires. Mais ce recul, il te dit rien. C'est-à-dire, là, on recule de 12 000 ans. On aurait pu reculer de 25 000 ans. Qu'est-ce que ça change? La question, c'est effectivement la question que tu poses. C'est quelles ont pu être les interrelations spécifiques entre ces deux humanités? Est-ce que là, elles se rencontrent à plus ou moins 1000 ans ou pas? Mais plus ou moins 1000 ans, ça m'intéressait pas trop. Et donc là-dessus, on a, à partir de 2006, on a commencé à trouver à la grotte Mandrin, j'explique ça dans Néandertal nu, un ensemble de fragments de parois de la grotte qui se sont effrités, qui sont tombés dans les couches archéologiques. En fait, on en trouve des milliers de ces éléments. Je réalise en 2006, c'est rigolo parce que le rapport, tous les ans, on doit rendre des rapports de fouilles à l'État. Et dans le rapport de fouilles 2006, j'écris noir sur blanc, on doit pouvoir faire de la microchronologie avec ça. En fait, on avait des dépôts de suie sur les fragments de parois. Donc, quand les hommes faisaient le feu dans la grotte, la paroi devient noire, la suie se dépose, comme dans une cheminée, comme partout quand on fait du feu. Donc, la suie se dépose et quand les hommes repartent, la calcite recouvre le noir et la paroi redevient blanche. Et puis, 1 an après, les hommes reviennent et la paroi redevient noire. Et ainsi, comme ça, à travers le temps, à travers les années et les générations, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, au bout d'un moment, la pierre tombe. Et si on la découpe et qu'on la polie, qu'on la regarde au microscope, on a simplement un code barre où on a exactement des cernes comme dans les cernes d'un arbre. Et ces éléments-là, on va travailler dessus. 2006, premier article, 2017, pendant 11 ans.
Et je vais en particulier confier ces éléments à une personne tout à fait brillante qui s'appelle Ségolène Van de Velde et qui je savais était et brillante et hyperactive, et c'est pour ça que je lui avais confié ça. Et elle va se pencher là-dessus, faire ses masters, faire sa thèse, soutenir sa thèse à Paris-Sorbonne en décembre 2019 et nous démontrer que ces éléments permettaient d'avoir des résolutions chronologiques qui n'étaient plus à plus ou moins 1000 ans, mais qui étaient à plus ou moins 6 mois. Et en travaillant sur... Nous, on avait 12 niveaux archéologiques qui allaient de 120 000 ans jusqu'à l'extinction il y a 42 millénaires. Et donc, on dit, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont venus au moins 12 fois, les hommes. Voilà. 12 fois sur 80 millénaires. Donc, ça donne un peu l'échelle de notre résolution. Et quand Ségolène va travailler sur ces suies, elle va voir quelque chose comme 500 phases de feu. Et donc, c'est plus du tout les mêmes résolutions. Et elle va pouvoir évaluer, en fait, les concrétions. Il y a des concrétions de saison humide et des concrétions de saison sèche. Et donc, on est à 6 mois. C'est pas les mêmes concrétions qui vont recouvrir. Et en détournant des logiciels de ce qu'on appelle la dendrochronologie, qui est des datations sur les cernes des bois, elle va réussir à mettre au point cette méthode qu'elle a appelée d'un nom barbare la fuliginochronologie. Fuligino, c'est l'essuie, hein. Donc c'est la chronologie par l'essuie. Donc ça a été vraiment développé ici sur le site avec un très gros effort de recherche. Et quand on publie la question de ces dents, on l'associe à ces questions de très fine chronologie. Et ce qu'on met à ce moment-là en évidence, c'est le temps, d'une part, entre le dernier feu néandertalien et le premier feu d'Homo sapiens dans la grotte. Et là, on n'est plus à plus ou moins 1000 ans. Le temps, c'est plus ou moins 6 mois. Alors là, ça devient intéressant parce que d'un coup, c'est plus un temps théorique. Tu vois, quand on dit ils sont venus il y a 54 000 ans, ces Homo sapiens, c'est pas des temps humains. Et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure et pour d'autres raisons, en fait, c'est pas 54 000 ans. C'est statistiquement entre 57 000 et 52 000. Voilà. Donc, on a 5 millénaires. 5 millénaires, c'est le temps qui nous sépare du premier pas sur la Lune de la première dynastie égyptienne. Ça, c'est le moment de l'arrivée de nos Homo sapiens. La résolution, c'est 5000 ans. Donc, on voit que là, on n'est pas dans des temps humains. Pas du tout. Mais quand on fait la chronologie par le feu, la chronologie de ces suies, là, les plus ou moins 6 mois, c'est plus la même bouillabaisse. On parle d'autre chose. Et à plus ou moins 6 mois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut reconstituer le territoire. À plus ou moins 6 mois, ils sont peut-être pas rencontrés. Si je te dis, on se donne rendez-vous à plus ou moins 6 mois, on va peut-être pas réussir à se faire une boucle les deux, tu vois. Donc, si on se fait un truc, on essaiera d'être un peu plus précis que ça encore. Mais là, on n'arrive pas à voir mieux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à définir les territoires de ces populations et on arrive à les définir de manière relativement précise autour de la cavité, autour de la grotte. Comment on arrive à faire ça? Quand ces populations utilisent des silex, ils vont chercher les silex dans les zones où les silex se forment. Et ces zones-là, géologiques, c'est dans des calcaires, ils se forment dans des lieux extrêmement précis. Ça peut être là, les monts du Vercors, à 70 km au nord-est, dans telle vallée, et puis là, dans telle vallée du Gard, et puis là, dans les monts du Vaucluse. Et quand on retrace toutes les origines des silex, on peut voir sous quelle forme ils circulent, et on peut voir quelle quantité ils en importent, et on peut redessiner les territoires de manière très précise. Et quand on fait ces territoires-là, on a quelque chose comme un cercle de 80 à 100 km à peu près dans toutes les directions autour de la cavité. Mais 80 à 100 km, ça représente des milliers de kilomètres carrés. Et la deuxième information qu'on a tirée de ces suies, c'est que ces populations d'Homo sapiens étaient revenues une fois par an dans la grotte pendant 40 ans. 40 ans, c'est une vie humaine, c'est vachement intéressant. Si ces gens-là avaient entre 20 et 40 ans quand ils sont arrivés, ils avaient entre 60 et 80 ans. Ils sont restés leur vie. Donc d'abord, c'est pas un petit campement, c'est pas juste une poignée d'éclaireurs, de chasseurs qui sont remontés le long de la vallée du Rhône, qui sont allés en territoire inconnu. C'est certainement toute une population. Ils sont restés longtemps. Et la dent qu'on a trouvée, c'est la dent d'un petit bout qui avait entre 3 et 6 ans. Donc ils sont là avec femmes et enfants, de toute évidence. C'est un groupe. Et ce groupe-là, il reste
cette quarantaine d'années, et en 40 ans, en fait, on ne peut pas connaître les ressources de ces milliers de kilomètres carrés. Et là, on a un problème. Quand je dis, là, il y a ce silex qui vient de 70 km au nord-est, il y a des silex, c'est des fois sur 200 mètres, c'est localisé dans un petit vallon perdu, et on ne peut pas le trouver comme ça. Même en 40 ans, on ne va pas le trouver comme ça. On ne peut pas connaître les ressources de milliers de kilomètres carrés en 40 ans. Néandertal les connaissait, mais Néandertal les connaissait parce que ces territoires étaient exploités de toute éternité et que depuis des siècles et des millénaires, les traditions de bouche néandertalienne à oreille néandertalienne s'étaient transmises et ils avaient une connaissance incroyablement précise de ces terroirs. Quand Sapiens arrive, que je dis il se passe plus ou moins 6 mois avec le dernier néandertalien, qu'il ne reste que 40 ans, et que je constate qu'il connaît toutes les ressources sur des milliers de kilomètres carrés, j'ai un problème anthropologique majeur. Et ce problème anthropologique majeur, c'est qu'il ne peut pas connaître ces ressources. Et que le seul moyen de les connaître, c'est qu'il en a hérité, qu'il y a eu un processus de transmission, non pas de Sapiens vers Néandertal, comme on l'a vu partout en Europe avec toutes ces industries en yin, toutes ces cultures en yin, tous ces trucs de transition. On a dit, c'est la lumière, l'homo sapiens apporte la lumière à Néandertal et Néandertal sa culture. Là, les processus de transmission, donc c'est des processus de transmission de Sapiens vers Néandertal. Partout, on a dit Sapiens apporte la lumière à Néandertal. Et là, ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez différent. D'abord, après, on a un retour des sociétés néandertaliennes. On ne voit pas de transmission chez Néandertal des traditions sapiens, d'une part, et d'autre part, s'il y a un processus de transmission et un contact très direct qu'on peut documenter, il est dans l'autre sens. Il n'est pas de sapiens vers Néandertal, mais de Néandertal vers sapiens, évidemment, puisque c'était bien ces populations qui avaient une connaissance millénaire et extrêmement précise de ces terroirs. Ça, c'est très intéressant parce qu'ethnographiquement, ces processus dans lesquels on va sur des territoires et on va avoir des contacts avec les populations locales et éventuellement, si on n'a pas de contact, on va prendre des guides dans les populations locales. C'est des processus universels. Quand les colons européens sont arrivés dans tous les immenses territoires des Amériques, partout, que ce soit en Amazonie, chez les Indiens des plaines ou dans les zones arctiques ou subarctiques, ils ont pris des guides au sein des populations locales et ces guides-là leur ont donné toutes les informations qu'ils souhaitaient sur les ressources en peau, les ressources en gibier, les ressources en minéraux qui recherchaient tant l'argent, l'or, etc. Et c'est vrai que ce processus-là, ethnographiquement, est un universel. Des populations qui arrivent sur un territoire vont avoir un certain nombre de relations avec les populations locales et vont prendre des guides. Maintenant, quelle est la teneur précise et réelle des interrelations entre Néandertal et Sapiens, ça reste un mystère. Parce que finalement, on n'ajoute pas 12 millénaires aux échanges entre Néandertal et Sapiens. On a ajouté une goutte d'eau. On a diminué la résolution de plus ou moins 1000 ans à plus ou moins 6 mois. Et on a dit que pendant 40 ans, les deux populations sont très clairement sur un même territoire. Mais quelles vont être les relations réelles, précises, exactes entre ces deux populations? Là, on est assez limité, on ne voit pas de transmission de Néandertal vers Sapiens, on ne voit pas d'artisanat néandertalien dans les installations Sapiens. Quand Néandertal reviendra, on ne voit pas de tradition Sapiens dans leur tradition. Alors, il y a quelque chose qui nous échappe. Est-ce qu'on est dans des processus d'évitement? Quelles ont été vraiment les interrelations? C'est un petit peu une énigme. En fait, les processus d'évitement, ça peut paraître un peu fou de se dire il y a des populations, ils sont là sur un même territoire et ils vont pas se voir, à part peut-être quelques guides. Mais en fait, là aussi, sur la base des données ethnographiques, l'évitement, c'est quelque chose d'assez commun. Il y a encore aujourd'hui des populations dans les derniers tréfonds de la pauvre Amazonie qui souffrent terriblement aujourd'hui. Il y a encore un certain nombre de populations, non pas qui ne connaissent pas l'homme blanc, mais qui ne veulent pas être en contact avec lui et qui se sont reculés volontairement et qui se sont invisibilisés. Et on a aussi ce genre de processus qui ont été bien documentés. C'est la fameuse histoire de Dishi, le dernier Indien Yahi, qui est un
qui est une personne qui arrive subitement en 1911 à Auroville en Californie et qui arrive nu au milieu de la ville et qui vient pour mourir. Et les gens appellent le shérif et le shérif arrive et ils le mettent en prison en disant mais c'est quoi ça? Et on pensait qu'il n'y avait plus un Indien, plus un sauvage. Les sauvages, c'est eux qui les appelaient ainsi à l'époque. C'est évidemment pas des sauvages, c'était des cultures tout à fait remarquables et de grandes traditions. Et il se trouve confronté là aussi à une énigme. En fait, ces populations qui étaient les Indiens Yahi s'étaient cachées et avaient évité les Blancs depuis des siècles c'était même une langue qui était totalement inconnue. Et donc, les processus d'évitement existent et le pauvre Ishi, c'est le nom qu'il a donné, qui n'était pas son nom, ça veut dire être humain en Yahi. Et donc, même son nom, il reste très mystérieux, il n'a même jamais réellement donné son nom, mais on sait, il va vivre ces dernières années parmi les Blancs, transmettre un certain nombre de connaissances sur ces populations et raconter son histoire. Et son histoire, c'est que il a vu les siens, son peuple se réduire progressivement, mourir de maladies, mourir de faim, toujours reculer dans le plus loin des montagnes. À la fin, il est resté que quelques-uns du groupe et à la fin, sa mère est morte et il était tout seul. Et donc, des processus d'évitement jusqu'à l'extinction, ça a existé, c'est bien documenté. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est aller chez les diables blancs pour mourir. Et c'est comme ça qu'on va avoir connaissance de toute une tradition, de toute cette société qui était passée à l'as. Est-ce qu'on est face à quelque chose comme ça? Est-ce que quand Homo sapiens est arrivé, il a d'abord eu un certain nombre de relations ou des gens exclus du groupe néandertal? C'est le grand classique en fait quand en ethnographie, les gens qui servent de guide sont souvent des gens qui sont exclus de leur propre groupe et n'ayant plus de groupe, ils sont rejetés, ils vont chercher un autre groupe et c'est eux qui généralement ont servi de guide aux populations qui arrivaient sur ces nouveaux territoires. Est-ce que simplement ils ont recueilli des gens qui avaient brisé les tabous parmi les Néandertaliens et qui ont été recueillis par ces sapiens et qui leur ont bien servi de guide, ou est-ce qu'ils ont eu d'autres relations plus approfondies? C'est très difficile à dire. En réalité, on ouvre des portes. J'ouvre des portes là en direct, mais on ne sait pas. Et dans Néandertal nu, je fais vraiment à chaque fois couvrir les portes et je me refuse à les refermer. Mais j'ouvre des champs de la pensée qui souvent n'ont pas été explorés et doivent être explorés en dehors des sentiers, des chemins battus, parce que si on sort pas de nos grands schémas, on n'arrivera pas à penser l'impensable. Et la rencontre entre Néandertal et Sapiens, la rencontre avec une humanité qui n'est pas nous, c'est l'impensable. Alors, quand tu as travaillé dans cette grotte Mandrin, déjà pourquoi avoir cherché là-bas en fait? Ouais, ça c'est une bonne question. Non, en fait, et c'est vrai que ça a duré 30 ans, ça continue, on y est toujours, on y sera cet été encore. Au départ, en fait, on n'avait pas grand-chose, donc il y a certainement une part de masochisme, je pense. C'était très dur à fouiller. Le sédiment était extrêmement dur. Au début, on travaillait en toute petite équipe avec de tout petits financements dans des conditions logistiques très dures dans un camping municipal, avec des fois des populations locales hostiles. Et non, les gens sont très, très accueillants dans le coin. Mais c'est vrai que logistiquement, pendant 15 à 20 ans, ça a été dur. Et alors la question, c'est pourquoi à un moment donné, on s'entête et on se dit c'est là que ça se passe. Et là, je pense que moi, ça fait 30 ans que je traque la créature et que je le traque partout. Et je crois que c'est comme un chasseur, un trappeur. Tu vois, tu t'es en forêt et si tu suis le trappeur, tu te dis qu'est-ce qu'il fout quoi, mais qu'est-ce qu'il cherche là? Et tu dis il est complètement con parce qu'au bout de 3 jours, t'en peux plus et qu'il trappe. Et puis le 4e jour, il t'amène sur le caribou qui lui il avait pisté. Et je crois que c'est un ensemble d'éléments un petit peu certainement inconscients ou non verbalisés qui permettent de ressentir, de reconnaître dans des lieux exactement comme un trappeur les éléments où tu te dis
c'est là que ça se passe. Là, il y a un truc qui va sortir, il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc que je veux comprendre, et tu insistes. Et c'est vrai que les données, en fait, ont été légères pendant longtemps, et qu'on a dû bricoler comme on pouvait. Comme on pouvait, mais ça, j'allais dire, on a dit un petit peu du mal, non pas du CNRS, parce que le CNRS est une superbe institution, mais on a dit un petit peu du mal de nos sociétés en disant, imaginez quelqu'un qui se présente à un concours, que ce soit le Harvard ou le CNRS, habillé en papou, il serait pas recruté. Mais en même temps, là, on va rééquilibrer la balance. Je vais dire, imaginons que si j'étais un chercheur américain, par exemple, je serais sur des contrats à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, et je pourrais pas me permettre de me lancer dans des programmes qui semblent stériles pendant 30 ans. Et que c'est le CNRS qui a permis de faire confiance à ces agents et de se dire, bah, si j'y crois, voyons. Et c'est ce qui est sorti après 30 ans, c'est-à-dire que si on n'avait pas mis ces 30 ans d'efforts, 2, 3, 4, 5 mois par an, et ça, je pense que c'est une institution assez unique au monde pour ça, le CNRS, car elle permet d'aller explorer, je pense, des champs qu'on ne se permettrait pas d'explorer sur le temps court. Et donc, on permet d'explorer des champs improbables. Et c'est ce champ improbable qui, aujourd'hui, je pense, réécrit une grande partie de la question de l'extinction néandertalienne et de la question de la colonisation de l'Europe par les premiers Homo sapiens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À propos de quoi précisément? Alors, comme tu le disais, on n'a pas de réponse, tout est un peu flou, mais de différentes supputations de comment, effectivement, aurait pu être remplacé, entre guillemets. Si tu veux, toutes les hypothèses et les théories les plus folles ont été soulevées, qui vont de l'impact de météores, au changement climatique, aux explosions de volcans, aux problèmes de champs magnétiques terrestres, de radiation solaire. On a tout mis, et changement des biotopes, tout ce que tu veux. Et à la fin, on a dit, bah, c'est certainement un petit peu de tout ça, de fragilité biologique de Néandertal, d'incapacité à se confronter à des changements climatiques. Et on a mis tout ça, puis on a dit, et puis peut-être que Sapiens est venu mettre la dernière pichenette à la fin. Et c'est vrai que tant qu'on était à plus ou moins 1000 ans, on pouvait laisser Homo sapiens, on va dire, à la périphérie de la problématique de cette question d'extinction humaine. Quand d'un coup on dit que c'est 6 mois, et le 6 mois, en fait, on l'a 2 fois. On l'a sur l'arrivée d'Homo sapiens à 54 000, et on l'a au sommet de la séquence sur nos derniers néandertaliens et nos tout premiers Homo sapiens. Là aussi, à nouveau, on a 6 mois avec ce changement culturel extrêmement brutal entre les derniers néandertaliens, le fameux proto-aurignacien, les cultures de l'Homo sapiens. Alors, quand on est à 6 mois, d'un coup, le coup de la comète, ça commence à devenir un peu gros, les radiations cosmiques aussi, et l'incapacité de s'adapter à des changements climatiques alors qu'on ne voit pas de changement climatique, et que Néandertal a vécu dans des climats extrêmement chauds. Il y a 120 000 ans, Néandertal en Europe était dans ce qu'on appelle une phase qu'on a appelée l'éémien, dans laquelle la température des océans était 2 degrés et demi, 3 degrés de plus que l'actuel. C'est localement beaucoup, beaucoup plus chaud. Ça peut être ici en Europe des différences de température qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15 degrés. C'est pas du détail. Donc dans ces périodes-là, les Néandertaliens se sont confrontés à des environnements, à d'immenses environnements forestiers, à des forêts primaires tout à fait gigantesques qui relèvent plus de la forêt amazonienne que de la steppe herbacée. Et donc les environnements, les aires glaciaires, bien sûr, il a su tout à fait s'y adapter. Il en a tiré son parti. C'est un très grand chasseur de chevaux et de bisons, qui sont ces faunes des steppes, mais ça a été aussi un grand chasseur de cerfs dans la forêt. Et dire, c'est pas il y a 40 000 ans, les changements climatiques, si seulement il y en a, c'est de la pichenette, quoi. C'est rien du tout pour Néandertal. Donc mettre le climat, tu l'enlèves, l'impact de météores, ça tombe pas au bon endroit au bon moment, pas de chance. Le volcan, c'est trop local. Donc à la fin, t'enlèves tout. Et si tu remets que finalement il y a une synchronie tout à fait remarquable entre l'extinction
et l'arrivée d'Homo sapiens, d'un coup, Sapiens se retrouve au centre. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on est face à un génocide originel, hein. Ce que j'essaie de dire, c'est que Sapiens doit être au centre de l'équation, au même titre que les Européens sont au centre de l'équation dans la question de la colonisation des Amériques. Et effectivement, ce qui s'est passé en Amazonie, c'est pas ce qui s'est passé pour les Inuits dans le Grand Nord canadien. Mais en ultime instance, c'est bien l'arrivée des populations colons européennes, de leur très grand dynamisme, qui a généré de ces vagues de peuplement, qui a généré en ultime instance ces remplacements de population. Mais encore une fois, ça ne veut même pas dire qu'ils se soient seulement rencontrés. Ils ont pu tout à fait s'éviter, mais les déstabilisations sociales induites par l'arrivée de nouvelles populations ont pu être suffisamment fortes pour déstructurer toutes les interconnexions qu'avaient les populations aborigènes néandertaliennes. Ça veut simplement dire que s'installant au cœur d'un territoire, ayant leurs technologies, les technologies sapiens dont on voit la très grande normalité, la très grande standardisation, la très grande efficacité. Ces populations-là sont certainement dotées d'archerie, une archerie du 50e millénaire, ils l'ont certainement encore au 40e millénaire. Tout ça, c'est des éléments qui montrent que ces populations ont ce qu'on appelle des propulsions mécaniques, c'est-à-dire arcs ou propulseurs. Néandertal, tout ce qu'on connaît dans ces armements, je ne parle pas d'armes de guerre, mais ça pourrait être des armes de guerre, mais simplement d'armes de chasse. Ce sont de lourdes armes d'astes très hétéromorphes et on voit que les degrés technologiques, les intérêts peut-être technologiques ne sont pas du tout les mêmes et que chez Homo sapiens, il y a un intérêt et une recherche de l'efficacité et de la normalisation. Je crois que le secret, c'est peut-être l'une des conclusions les plus fortes du Néandertal nu. Je ne veux pas tout spoiler le livre, mais de toute façon, c'est un condensé de concepts. Donc, mais un des éléments, je pense, extrêmement important que je soulève dans ce livre, c'est dans la question des éthologies. Et je relève, ce que j'ai dit en début de notre rencontre, c'est qu'il y a une esthétique tout à fait remarquable dans les artisanats néandertaliens, mais qu'en même temps, chaque objet est unique, que chaque objet est une sorte de partie d'échec où on regarde ça. Moi, en tant que tailleur expérimentateur, je regarde les objets et je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Où va l'artisan? C'est quelque chose d'assez stupéfiant, comme si chaque objet était une création totale et une création qui rentrait en dialectique avec les matières, avec les couleurs, avec les textures. En fonction des silex qu'il va trouver, il va regarder la matière et il va voir ce qu'il y a à l'intérieur et il va adapter ses artisanats et ses traditions pour réaliser un objet tout à fait original. Ça, c'est Néandertal. Quand on prend les artisanats sapiens, même des artisanats sapiens très anciens qu'on peut voir en Afrique, il y a 80 000 ans, 100 000 ans, ou en Europe, je pense au 54e millénaire, quand on regarde les objets, ils sont impressionnants techniquement. Il faut vraiment voir la normalisation de ces objets, la qualité technique. Je pense que un certain nombre de ces pointes, de ces 1499 pointes qu'on a retrouvées, je pense que peu de monde aujourd'hui sur Terre est capable de les reproduire et peut-être personne. Il y a des éléments, il y a quelques mains, on peut reconnaître un certain nombre de mains de tailleurs dans les artisanats. Il y en a un, je l'appelle le maître, et ce gars-là, je pense que personne ne refait ce qu'il devait lui faire en série. Et donc, on a des artisanats qui sont tout à fait remarquables, mais dans ces artisanats d'Homo sapiens, il y a un trait saillant extrêmement fort, quelles que soient les traditions, chez tous les artisanats sapiens. C'est cette notion de standardisation. On fait des objets, on les produit en série, on a une idée, elle est logique, elle est rationnelle, on la suit et on la produit en série. Donc, quand vous avez vu les 100 premières pointes en silex dans votre collection archéologique, les 10 000 derrière sont les mêmes. Donc, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement impressionnant et c'est extrêmement lassant. Et quand on prend un objet néandertalien, c'est troublant parce qu'on se dit « Waouh, c'est beau !» mais on a intérêt de vachement bien le regarder, parce que plus jamais on ne verra le même objet. C'est une pièce unique. Et ces gens-là sont des sortes de joueurs d'échecs, ils ont une sorte de créativité, de liberté absolue.
Alors que chez Sapiens, il y a cette volonté de reproduire et de toujours faire la même chose. Et en fait, les logiques de Sapiens sont vraiment nos logiques. Et on le voit quand on tombe sur les grottes ornées, dans la même région, à quelques kilomètres de là, on a la grotte Chauvet. On n'est pas loin dans le temps. Et à la grotte Chauvet, quand on voit ces grandes fresques pariétales, donc on a des panneaux comme ça, peints au charbon, de lionnes ou de rhinocéros, mais on comprend de suite. Je veux dire, il y a des perspectives, il y a des vues de trois quarts. On la voit, la lionne, elle est dans son comportement éthologique, justement. On voit une lionne en train de chasser, une lionne qui se prépare à sauter. On comprend tout. Il y a ça à 34 000 ans, mais c'est juste évident. Mais ce qu'on voit sur les parois n'est qu'un reflet de ce qu'on voit dans tous les artisanats sapiens. Quand on prend des artisanats sapiens, ils nous sont instinctivement, immédiatement évidents. Et ça, je pense que c'est le truc qu'on avait raté. C'est-à-dire que chez Néandertal, chaque objet nous plonge dans l'univers mental d'une personne à un moment donné face à une matière. Et ça, quel que soit il y a des cultures, des traditions très différentes chez Néandertal, mais quelles que soient ces traditions, c'est le point commun. Il y a une créativité totale, une liberté d'être totale, et c'est ce que vraiment j'essaie d'expliquer dans cet ouvrage. C'est que si la définition de l'humanité, c'est la créativité et la liberté d'être, mais alors réveillons-nous, peut-être que les humains ont disparu il y a 40 000 ans. Ça donne un vertige total, et peut-être que notre manière d'être humain, effectivement, la normalisation, la rationalisation, la production en série, qui sont nos manières d'être, mais nos manières d'être dans toutes les cultures, en réalité c'est une question de degré, mais dans toutes les cultures, ce sont nos manières de sapiens. Ces manières-là nous donnent effectivement une très très grande efficacité, une très grande supériorité, parce que la créativité de Néandertal, c'est la créativité du poète, c'est celui qui va prendre son objet et qui va dire, ah ben là, tiens, aujourd'hui ça sera une pointe et puis demain ça sera un racloir. Mais tu vois, c'est ça le truc. Et même quand on travaille sur des éléments, les éléments, je pense, les plus normalisés, c'est dans l'armement. Quand on prend les armements et ces armements mécaniques chez Sapiens, on a des productions dans tout le paléolithique qui sont d'une standardisation remarquable. Et quand on prend Néandertal, en fait, on a même du mal à retrouver ces armes. C'est des espèces de trucs hétéromorphes, épais comme des steaks. Ils sont beaux, mais à chaque fois, c'est au bon vouloir de celui qui a le silex entre les mains, quoi. Et le truc, c'est que ces gens-là, peut-être qu'on aurait eu beaucoup de mal à communiquer ou qu'on aurait beaucoup de mal à communiquer avec eux et que peut-être que sur le champ de la créativité, ils nous surplombaient de très haut. De très très haut. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a cette très grande efficacité, cette très grande, c'est impressionnant, ces productions normalisées. Je veux dire, l'Homo sapiens, l'hyper Homo sapiens, c'est vraiment c'est la danse, les danses standardisées. Donc on va en Chine et on voit d'un coup il y a 50 000 personnes qui dansent tous en même temps. C'est super beau, c'est super impressionnant, mais moi ça me fait peur. Enfin 50 000 personnes qui bougent tous au millimètre en même temps, c'est aussi quelque chose d'extrêmement martial. Et je pense qu'il y a, c'est un peu triste à dire, il y a peut-être, mais justement c'est ce que je dis, c'est cette mise en miroir. On comprend bien quelque chose seulement en le comparant à autre chose. C'est cette mise en miroir-là. On a d'un coup un éclairage de Néandertal qui peut-être nous donne un éclairage sur Homo sapiens, un éclairage un peu cru, dans lequel les aspects normalisés de notre humanité, les aspects standardisés de répétition de ce que fait l'autre. Je disais le coup d'Einstein en papou, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés avec des cultures différentes, mais on n'accepte pas la différence. Nous autres Homo sapiens avons beaucoup de mal pour accepter la différence. C'est le coup de, tu vois un beau paysage, tu arrêtes ta voiture, c'est magnifique. Et bien sûr, comme tu viens de t'arrêter, il y a quelqu'un qui s'arrête derrière. Mais toi, tu voulais être tranquille. Mais tu vois, il y a ce besoin, ça peut pas être, on l'a tous en nous. Il y a ce besoin de se regrouper, d'être tous ensemble. Tu vois, c'est Boris Cyrulnik qui disait tous ensemble. Mais tous ensemble, ça me fait peur, moi, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, quoi. Et le truc, c'est que moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on puisse se tourner vers ces humanités passées sans reproduire nos schémas mentaux.
et ne pas reproduire nos schémas mentaux. Je pense que c'est la seule manière d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de ce qui se passe ici dans le moment de l'extinction. Si je me plante pas, je peux me planter, hein, mais si je me plante pas et qu'effectivement il y a cette créativité remarquable chez Néandertal et cette standardisation effrayante chez Sapiens, alors et que les deux ont plus ou moins 6 mois maximum de remplacement, je pense qu'on a là tous les éléments du processus qui sont sur la table et devant nous. Je dis pas que dans les aspects martiaux guerriers de Sapiens, on est allé éradiquer les Néandertaliens, mais je dis que les processus de normalisation et de standardisation intellectuelle des populations modernes leur ont donné une très grande efficacité sur les territoires même des populations aborigènes néandertaliennes. Et que cette grande supériorité technique, objective, même si on peut dire la créativité est beaucoup plus belle, objectivement, Van Gogh a crevé la dalle, il faisait la manche à la sortie des églises à Arles. Tu vois, la beauté, ça paye pas. Et il y a une objectivité, une supériorité objective, triste, effroyable, je pense, des éthologies d'Homo sapiens sur les éthologies néandertaliennes. Bien que je pondère en disant qu'effectivement, je pense qu'en ce qui concerne la créativité, il est bien probable que la créature nous ait surplombé de beaucoup. Oui, il y a l'artiste d'un côté, l'ouvrier de l'autre, quoi. Oui, alors le truc, c'est que si tu le prends comme ça, c'est désespérant parce que tu te dis, mais où est l'espoir si tous les Homo sapiens produisent des éléments martiaux. Alors, je ne sais pas si je suis allé jusque-là d'un Néandertal nu, je ne sais plus parce que j'ai écrit il y a plus d'un an, mais j'ai dû le dire quelque part, ou je pense que j'ai dû le dire dedans. Je veux dire que si on finit simplement sur le désespoir, alors on vient de comprendre ce qu'est l'homme et c'est désespérant, et donc ça s'adresse pas du tout ça s'adresse à des philosophes, à des sociologues, à des gens du commun, à tout un chacun, et tout le monde peut comprendre ce que j'écris là-dedans. Et c'est vraiment écrit comme ce récit de voyage-là. Et j'allais dire, il faut quand même apporter une lueur d'espoir parce que j'espère être un peu humaniste quand même malgré tout ça, et aimer aussi toute l'espèce humaine que j'ai vue sur tous les continents et qui sont il y a quelque chose de tout à fait remarquable aussi dans l'homme, il faut l'aimer comme il est. Et j'allais dire, il y a un espoir. L'espoir, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le mouton noir, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un con dans le lot, là, dans tous les gars qui sont en train de danser en même temps, et qu'il y a un gars qui fait différemment, mais qui intéresse beaucoup de monde, un peu comme ce que tu fais sur ta chaîne, eh ben en fait, il peut emporter tout le troupeau avec lui. Et je crois que c'est l'espoir, c'est que s'il y a des gens parmi nous qui sont plus créatifs, plus humanistes, plus aimants, qui ont un regard fort et humain sur le monde et qu'ils arrivent à emporter avec eux des gens, eh ben Sapiens est fait de telle sorte que peut-être que tout le troupeau peut suivre. C'est beau. Ça... C'est ma dernière lueur d'espoir. Bon, en tout cas, sur les implications, alors tu nous as pas dit exactement quelle était la spécificité vraiment de la grotte Mandrin. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette grotte par rapport à d'autres ? Ce sont la très grande qualité des enregistrements archéologiques, parce que la cavité, en fait, s'appelle grotte Mandrin, mais c'est pas une grotte, c'est un abri, c'est une bulle dans le rocher. Et ça, c'est un très grand avantage parce que dans les grottes, il y a des processus. Les grottes, c'est créé par l'eau, par des passages d'eau, par des rivières. Des fois, ça dégueule, ça vidange, ça nettoie, ça emporte les niveaux, ça mélange. Là, c'est pas du tout ça. Ça s'appelle grotte, mais c'est pas une grotte, c'est un abri, un abri sous voûte. Et donc, on a une voûte d'une dizaine de mètres de large et de profondeur qui fait une sorte de coquille, comme ça, mais qui est complètement fermée. Et cette coquille-là est ouverte plein nord dans la vallée du Rhône. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont du sud-est, ils connaissent un truc qui s'appelle le Mistral. Ils en bouffent plus de 100 jours par an et c'est un truc vraiment puissant. C'est un des vents les plus puissants au monde. Et ce vent-là, pendant les grandes périodes glaciaires, était dans un environnement dans lequel on n'était que dans de la steppe herbacée avec très peu de couvert végétal pour retenir les sédiments. Et donc, quand il soufflait très très fort, le Mistral allait prendre le long des berges du Rhône des sables et des limons, les prenait violemment et allait les redéposer 100 mètres plus haut dans la grotte. Et on a une sorte de remplissage continu
qu'on appelle éoliens par les vents, des sortes de lusses, ce qu'on appelle les lusses, qui sont ces limons très très fins déposés par le vent, et ça s'est rempli, et ça s'intercalait, les hommes venaient, ils abandonnaient leur silex, ils faisaient leur foyer, ils faisaient leurs activités, ils découpaient leurs bêtes, des fois peut-être qu'ils laissaient un corps, et puis comme ça se remplissait et tout était préservé. C'est pour ça que je dis que Mandrin, c'est une sorte de Pompéi à répétition, sans l'aspect catastrophique. Il y a une sorte de conservation en série dans 12 grandes faces où comme ça, on piège, on enregistre et tout ce qui est rentré là-dedans est complètement piégé et ne bouge plus du tout, est complètement scellé. Et ça, c'est vraiment une des particularités. Avec la deuxième particularité, c'est que ces fameuses industries du Néronien, ces fameuses industries d'Homo sapiens il y a 54 000 ans, on les retrouve dans 4 autres sites de la région. Mais dans ces 4 autres sites, en fait, c'est le sommet, c'est-à-dire au-dessus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enregistrement archéologique. Et à Mandrin, ça continue. Le vent, bien sûr, parce que c'est le vent, et le vent, lui, ne s'est pas arrêté. Ça a continué à se remplir. Et en fait, on a pensé, dans les années 60, mon maître Jean Combier, en 63, pensait que des industries qu'il n'avait pas encore appelées le néronien, lui, mais qu'il avait appelé le moustérien évolutif, il avait déjà repéré le truc, il disait il se passe quelque chose. Il avait dit c'est bizarre, les séquences archéologiques s'arrêtent là-dessus, c'est la fin du cycle. Et en fait, il nous manquait ni plus ni moins que 12 millénaires. Et ces 12 millénaires, donc de ces premiers Homo sapiens jusqu'à l'extinction néandertalienne, donc on a les sapiens qui viennent, et après Néandertal revient après ses 40 ans, et il va revenir pendant 5 grandes phases et pendant 12 millénaires. Et ce processus d'intercalation entre différentes humanités est quelque chose de tout à fait unique sur le continent européen, et c'est l'une des grandes particularités de la grotte Mandrin, avec son caractère de Pompéi à répétition, d'enregistrement, de préservation, de très très belle conservation archéologique, de richesse archéologique tout à fait remarquable. On a l'intercalation d'humanités très différentes. Alors la question, bien sûr, qu'on doit se poser immédiatement, mais pourquoi est-ce que là, toi, pourquoi est-ce que tu aurais 0, 0,75, 0,25, 0, 0, 0, 0,1 ? Pourquoi tu aurais une intercalation ? Pourquoi tu aurais un retour de Néandertal ? On a ça nulle part en Europe. Et c'est une vraie question, et c'est une question qu'on ne peut pas éluder. Et je pense que la réponse est dans le cadre géographique. Et ce cadre géographique singulier, c'est la vallée du Rhône. Et le Rhône, c'est l'échelle qui nous permet de comprendre ce qui se passe ici. Le continent européen est un espace géographiquement extrêmement segmenté. On a les Pyrénées, le Massif central, les Alpes qui partent de la France et on en a jusqu'en Autriche. Et puis après, on a les Carpates, on a tout ce qu'on veut. Tout est extrêmement segmenté et on n'a pas de passage depuis cet immense ensemble méditerranéen jusqu'à l'Europe du Nord. Et le seul axe, c'est le Rhône. Le seul passage nord-sud aujourd'hui, toujours, c'était à l'époque la vérité pour les grands herbivores, pour les chevaux, pour les bisons, pour les mammouths. Et ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'été, sous la grotte Mandrin, il y a 70% de la circulation européenne qui passe sous la grotte. 70% dans l'axe nord-sud. Pourquoi ? Parce que sur 300 mètres, on a autoroute nationale, départementale, TGV, tout est calé là. Et tout ne peut être calé que là, parce qu'on est entre le Massif central et les Alpes, et que c'est le seul, c'est d'ailleurs pour ça aussi que souffle le Mistral, ce sont la dépression de l'Europe du Nord qui va vers la Méditerranée, qui est aspirée. Les masses d'air ne peuvent passer que là, les voitures, les trains, les TGV ne peuvent passer que là, et c'était pareil pour les mammouths et les hommes. Et cette très grande conjonction fait que cet espace géographique tout à fait singulier qui unit l'Europe méditerranéenne à l'Europe du Nord, c'est un espace tout à fait central. J'allais même dire, c'est l'espace central du continent et c'est l'espace dans lequel on n'avait pas déterminé, on n'avait pas mis l'effort archéologique. Tous les efforts archéologiques, la grande phase de la préhistoire, c'est le XXe siècle en France, et les efforts ont été essentiellement, en dehors de mon maître Jean Combier, ont été portés sur le Périgord, la Dordogne, la Bourgogne, le bassin parisien, avec les deux grandes écoles du XXe siècle, qui étaient l'école de Leroi-Gourhan, qui a travaillé beaucoup en Bourgogne, nord de la Bourgogne et le bassin parisien, et l'école de François Borde, qui était sur Bordeaux, et c'était la Dordogne, etc. Mais quand vous êtes en Dordogne, c'est extraordinaire, parce que effectivement, ils avaient des sites très riches, très beaux, avec de très belles choses, mais en fait, c'est le
cul du monde. C'est-à-dire que c'est la dernière impasse avant l'océan, quoi. C'est le bout ouest de l'Eurasie, et on n'était pas du tout dans les espaces d'échange et de circulation. Le Rhône, c'est l'un des plus importants fleuves d'Europe occidentale. C'est le seul fleuve qui permette la jonction de la Méditerranée. Et quand on est au nord, l'axe Rhône-Saône, c'est les steppes d'Europe du Nord. Et à l'échelle de la Méditerranée, c'est le deuxième fleuve de Méditerranée en termes de quantité d'eau et de sédiments apportés à la mer. La Méditerranée fonctionne essentiellement sur le Nil d'un côté et le Rhône de l'autre. Et c'est vrai que ces deux grands espaces-là sont les deux grands espaces de circulation et d'endroits où on a eu des échanges entre les populations à travers les millénaires. Et il faut comprendre, je pense, Mandrin et le Rhône à cette échelle méditerranéenne, en comprenant que pourquoi en Méditerranée émergent toutes les religions monothéistes, tous les alphabets, toutes les grandes civilisations de Rome, de Grèce, d'Égypte. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a un bon Dieu barbu avec une barbe blanche qui a posé le doigt là et qui a dit que ça serait là. C'est parce que la Méditerranée, ça c'est après 30 ans que je bouillonne tout ça, après 30 ans, la Méditerranée est le seul espace où tout l'ancien monde se rencontre. C'est la rencontre de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Et donc c'est cet espace singulier où toutes les populations de tous les continents de l'ancien monde sont reliées, se rejoignent, échangent des concepts, échangent des idées, échangent des gènes. Et c'est là que ça se passe. Et la Méditerranée, c'est le Nil et le Rhône. Et alors, du coup, il serait arrivé finalement via la navigation dans cette grotte, quoi. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Ce que je peux dire, il y a des éléments que je peux affirmer. Les éléments que je peux affirmer, c'est qu'effectivement, quand je suis parti en 2016 à Harvard, j'ai constaté que ces artisanats de l'initiale de l'Est de la Méditerranée, d'Homo sapiens, sont exactement nos artisanats dans les mêmes phases chronologiques. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je peux affirmer, c'est qu'il y a 3000 km entre les deux, en ligne droite. Et le troisième truc que je peux affirmer, c'est qu'entre le point A de la vallée du Rhône et le point B sur les flancs du mont Liban, j'ai pas vraiment de point intermédiaire. Donc, quand tu prends toute cette équation, que tu secoues, tu rajoutes un autre petit élément qui est qu'il y a un deuxième événement majeur, ça on en parle dans l'article de février, il y a un deuxième événement majeur qui se passe exactement au même moment à l'autre bout de l'Eurasie. Nous, on est à l'extrême fin ouest de l'hypercontinent eurasiatique et quand on file de l'autre côté, dans l'Orient eurasiatique, on a un événement historique tout à fait majeur qui est enregistré. Et cet événement historique majeur, c'est la question de la colonisation du continent australien. Et le continent australien, c'est exactement à ce moment-là. Pendant qu'il y a nos bonhommes, nos Homo sapiens qui viennent en territoire néandertalien, on a d'autres Homo sapiens qui franchissent d'immenses pans de mer avec des courants terribles et gavés de requins blancs, et qui vont coloniser un continent dans lequel il n'y a pas des Néandertaliens, mais des kangourous. Et donc, sur ce côté-là, c'est peut-être plus facile, mais sur l'autre côté, il y a la question de « mais comment je passe ces pans de mer ?» Aujourd'hui, je pense qu'il y a au niveau scientifique, globalement, un consensus pour dire que ça ne peut pas être 4 Pékins sur un tronc d'arbre, et que, de par les analyses génétiques qu'on a pu faire sur les populations, on voit que c'est une grande vague de migration d'un groupe qui est relativement important, qui est au moins quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui arrivent sur le continent australien. Mais il faut imaginer, on est exactement contemporain de nos hommes de Mandrin, au-delà du 50e millénaire, 50, 55, 60 000 ans. Et on est en train de dire qu'il y a entre 50 et 60 000 ans, des populations, des centaines ou des milliers d'hommes, en une seule vague, ont colonisé un continent. Ça veut dire que la navigation était déjà à cette époque parfaitement... Enfin, il y a deux hypothèses. Si on exclut, disons que si on exclut l'aviation, il reste la navigation. Donc, je vois où tu veux en venir.
En prenant les éléments les plus parcimonieux du moment, on peut proposer que la navigation est pas simplement un tronc d'arbre avec des pékins qui traînent dessus, mais une vraie navigation, c'est ce dont je parle dans le bouquin, une vraie navigation est déjà parfaitement maîtrisée. Alors là, ça nous demande un effort intellectuel parce qu'effectivement, ces éléments-là sont archéologiquement absolument invisibles. C'est juste que, comme j'exclus l'avion, il ne reste que l'aviation. Et comme l'ADN me dit que c'est une seule grande vague, c'est pas des gars comme ça sur des millénaires, 10 par là, 20 autres par là. Non, non, non. C'est une vague de peuplement, une grande vague de peuplement. Et ça, c'est assez fascinant parce que ça veut dire que ces technologies de la navigation, qui sont faites de bois, de textiles, de fibres, et qui se décomposent donc intégralement dans la Terre, ne se conservent pas sur ces millénaires, et sont donc pour nous une chimère archéologique, sont totalement invisibles, et en réalité étaient parfaitement maîtrisées par les navigations. Mais il faut avoir conscience qu'en réalité, ce sont d'une part des technologies extrêmement efficaces et d'autre part en réalité des technologies assez simples, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu un gars qui a eu le bon sens d'aller vider un tronc et de l'utiliser en pirogue et qu'on le voit passer à l'horizon sur la Méditerranée ou sur une mer, il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre ce que le mec il a fait et comprendre en quoi c'est efficace. Et donc, on peut poser, et on sait qu'archéologiquement, qu'en Eurasie, les populations, et peut-être de très nombreuses populations à ces époques-là, maîtrisent tout à fait parfaitement la navigation. Maintenant, je retourne du côté ouest de l'Eurasie et là, je pars en conjecture, c'est-à-dire que je n'en sais rien. Personne ne peut dire ils sont arrivés par navigation. Et ça, il faut toujours, nous en tant que scientifiques, on doit toujours poser le poids des inconnus. Et le poids des inconnus, il est énorme pour ces périodes-là. J'ai un point A, j'ai un point B, je fais une connexion. Ce qui est intéressant, c'est que la connexion que j'ai établie entre le point A et le point B, entre la vallée du Rhône et les flancs du Mont Liban, entre ces 3000 kilomètres, je l'ai établie en blind test, en double aveugle. C'est-à-dire que j'ai dit, ça doit être Homo sapiens. Et après, il s'est avéré par les études que c'est bien Homo sapiens. Mais c'est intéressant de se dire, OK, je fais la définition d'une science, c'est qu'elle peut être prédictive. Et donc, quand je publie en 2017 que c'est Homo sapiens, je pose une prédiction qui peut s'avérer fausse, mais qui s'est avérée exacte. Et donc, ça donne une très grande robustesse à ce qui est dit et donc au diagnostic. Donc, si on dit dans le diagnostic, on a pu dire dans la vallée du Rhône que c'était Homo sapiens parce que ces artisanats étaient vraiment quelque chose qui était ce qu'on a dans l'est de la Méditerranée, alors ça induit qu'il y a un contact très direct entre ces deux espaces-là. Mais si j'ai pas, il y a deux solutions en fait. J'ai pas vraiment de point entre les flancs du Mont Liban et la vallée du Rhône. Maintenant, bon, il faut bien imaginer qu'à l'époque, la mer Méditerranée était beaucoup plus basse et que tous les sites côtiers ne nous sont pas connus. Ils ont été aujourd'hui submergés. Et donc, on peut tout à fait envisager qu'on a des populations qui sont venues, non pas par vraie navigation, mais par cabotage, ou simplement venues à pied en longeant les côtes, sachant que à l'époque, l'Adriatique était globalement à sec. Donc, on passe très, très rapidement. Il y a 3 péninsules de la vallée du Rhône au flanc du Mont-Liban, c'est 3000 kilomètres, c'est rien du tout, ces 3 péninsules, hein, c'est la péninsule italique, la péninsule hellène, donc la Grèce, et la péninsule anatolienne. La péninsule anatolienne, moi j'ai travaillé, donc c'est la Turquie, j'ai travaillé 7 ans, j'ai fouillé pendant 7 ans en Turquie, et globalement, on sait que jusque dans le tournant de la Méditerranée, là où ça fait l'angle, avant de descendre vers le sud, jusque là on retrouve ces industries à pointe que je reconnais dans la vallée du Rhône, donc plus au nord que les flancs du Mont-Liban. Et après, toute l'immense péninsule, elle est immense, hein, elle file jusqu'à la Grèce. Quand on est en Grèce, s'il n'y a pas l'Adriatique, la vallée du Rhône, elle est juste à côté. En fait, cette immense péninsule anatolienne, on ne sait pas ce qu'il y a. On n'a pas les données archéologiques. On manque de données. Il y a des équipes tout à fait extraordinaires sur l'université d'Istanbul et d'Ankara qui travaillent. Mais de grands programmes sur ces périodes-là restent encore à mettre en place. J'espère que nombre des étudiants que j'ai côtoyés à l'époque qui sont sur Istanbul auront l'opportunité de fouiller, d'avoir ces éléments-là entre 40 et 50 000. Et je pense que c'est la Turquie qui peut-être nous donnera une clé tout à fait fondamentale pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, effectivement, on a le constat.
Donc, soit il nous manque les données sur la Turquie, et puis après, on a la partie Grèce-Italie, et où c'est peut-être simplement submergé, où les données sont peut-être pas encore interprétées, pas encore perçues. Soit effectivement, ces 3000 kilomètres-là ont été passés par navigation, sachant que on est exactement dans cette phase-là de la colonisation de l'Australie, et donc on est dans quelque chose qui est parcimonieux, mais qui n'est pas démontré, comme pour l'Australie. Donc il faut vraiment distinguer ce qui est de l'ordre de la plausibilité et de l'ordre de la démonstration. Et je pense qu'Homo sapiens est aujourd'hui de l'ordre de la démonstration à 54 000, et ses liens surtout avec les espaces levantins, mais que comment ces gens-là sont arrivés, de quelles furent leurs relations réelles et précises avec les Néandertaliens, et comment et pourquoi les populations néandertaliennes s'éteignent, sont des champs ouverts de la recherche et qui vont demander encore de très grands efforts intellectuels et le travail de très très grandes équipes à l'international. Quelqu'un qui rebondit en disant bon bah du coup on a aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler cette navigation à l'époque. On en a pas idée, on n'en a pas de représentation dans l'espace australien, et donc on sait qu'elle est là. Et on ne peut pas en dire plus. Je suis désolé. Non mais c'est bien. Et puis c'est ce qu'on répète souvent dans cette émission, c'était que il y a beaucoup d'inconnus en histoire, et il ne s'agit pas d'alimenter les fantasmes justement en inventant des réponses. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, et puis voilà. Oui. Le reste, on en fait de la belle littérature et ça nous fait rêver. Voilà. Est-ce qu'on peut retirer des ressemblances génétiques justement entre Néandertal et Sapiens? Par exemple, on a pu mesurer qu'il y avait des pourcentages d'ADN Néandertal dans Homo sapiens, européen, je précise. Est-ce qu'il y a eu des échanges dans l'autre sens ou pas? Ça, c'est très intéressant, et c'est un chapitre de mon livre que j'appelle « Je t'aime, Néandertal Sapiens, je t'aime moi non plus ». Et le truc qui est tout à fait fascinant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on trouve des gènes néandertaliens dans tous les Homo sapiens. En fait, pas seulement en Eurasie, même les populations d'Afrique ont des gènes néandertaliens. C'est juste que les proportions sont inférieures, mais parce qu'il y a eu après, en fait, durant le néolithique, il y a eu des remigrations depuis l'Eurasie vers l'Afrique, et donc on retrouve ces gènes disséminés absolument partout. Maintenant, quand on retrouve chez tous les Homo sapiens, c'est quand on trouve des Homo sapiens anciens, archaïques, du Paléolithique, dans toute l'Eurasie, et quand on a réussi à en extraire leur génome, on voit qu'ils ont tous, eux aussi, dès ces périodes anciennes, qui ont plus de 30 000 ans, des gènes néandertaliens bien affirmés, et des fois seulement quelques générations avant l'individu qu'on a retrouvé. Mais je t'aime moi non plus, parce que quand on regarde le génome des derniers néandertaliens, des néandertaliens récents, entre 40 et 50 000, et on commence à en avoir quand même quelques-uns maintenant, eh ben, on n'a aucun gène sapiens récent. Et ça pose un vrai problème, parce que l'échange des gènes, si Sapiens est venu en territoire néandertalien et que effectivement ces Sapiens se retrouvent avec des gènes néandertaliens, ça veut dire qu'ils ont pris des femmes Sapiens et qu'ils sont censés avoir. Je parle de femmes, c'est l'échange des femmes en ethnographie. On le sait depuis les travaux de Lévi-Strauss sur les structures élémentaires de la parenté. L'échange de gènes se fait par l'échange des femmes. Non pas qu'on échange les femmes comme des objets, mais cela signifie que ce sont les femmes qui ont la mobilité dans les groupes humains. C'est-à-dire que si j'ai une sœur et qu'il y a un groupe voisin avec qui je veux faire une alliance, ma sœur ira dans ce groupe et une sœur du groupe voisin ira dans mon groupe. Et ce sont les femmes qui ont la mobilité. Cette mobilité, c'est pas un universel, mais vraiment, on est dans le quasi-universel. On a quelques très, très rares cas très particuliers où ça marche pas comme ça, sur des milliers d'occurrences de quelles que soient les cultures, quels que soient les continents. Et on a aussi des données génétiques qui nous montrent que chez Néandertal, c'était déjà très certainement le cas. Par la génétique, on voit que c'est certainement une étude sur le gisement d'El Cidrón en Espagne qui nous montre que c'est certainement les femmes qui sont mobiles déjà aussi et chez ces populations, et il y a même des analyses qui suggèrent que peut-être même chez les australopithèques. Donc en fait, chez toutes ces populations domininées voire dominidées, ce sont les femelles qui ont la mobilité. Et l'échange de gènes, l'échange de femmes, c'est jamais une histoire d'amour. C'est
les structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-Strauss, qui montre que c'est toujours une question d'alliance entre les populations. En clair, je te donne ma sœur si tu me donnes ta sœur. Mais il n'existe pas d'exemple, ou alors ils sont très particuliers, où je te donne ma sœur, mais tu ne me donnes pas ta sœur. Et dans ces cas-là, les seuls cas où effectivement les sœurs d'un groupe vont se retrouver dans l'autre groupe sans échange, c'est dans le cas de guerre totale, où les hommes sont massacrés et où le groupe qui a vaincu la guerre va prendre à sa charge les femmes et les enfants du groupe opposé. Et c'est le seul cas possible. Le registre ethnographique est très riche, donc il y a peut-être d'autres éléments, mais globalement, le truc universel, c'est je te donne ma sœur si tu me donnes ta sœur. Et si j'ai du gène néandertalien chez tous les premiers Homo sapiens et pas de gène sapiens chez tous les derniers néandertaliens, ça veut dire que les sapiens, ils ont pris des femmes néandertaliennes, mais ils n'ont pas donné des femmes sapiens, ou qu'il n'y a pas eu de fertilité. Et certainement que dans ce « je t'aime moi non plus », quel que soit le processus historique qui nous échappe encore aujourd'hui, et peut-être qu'il va falloir multiplier les analyses génétiques et qu'à un moment donné, on va trouver l'équivalent, mais on n'aura toujours pas la balance, parce que ce sera 1 sur X. Et donc, peut-être que là, on a une des clés de lecture, peut-être, de ce qui a pu se passer, soit dans des interfécondités qui étaient trop partielles, et c'est peut-être ça qui s'est joué dans les 40 ans. Peut-être que quand Sapiens s'est installé sur ce territoire en vallée du Rhône, il a eu de bonnes relations avec les populations aborigènes locales, néandertaliennes, et qu'ils ont échangé leurs femmes, qu'ils ont eu de bonnes ententes, puisqu'on voit ces connaissances de silex, par exemple, et peut-être qu'ils ont essayé ça, peut-être qu'ils ont essayé de devenir un seul groupe humain. Et peut-être que ça n'a pas marché génétiquement, et c'est peut-être pour ça qu'après 40 ans, après justement une vie humaine, ça a cuté, ça n'a pas pu marcher. Peut-être que c'est simplement des questions d'interfécondité partielle. On nous demande si on pense aujourd'hui que Néandertal était capable de langage. On peut dire sur ces formes biologiques du larynx, tu vois, toutes les formes autonome, le haut du crâne nous permettent de dire que physiquement il en était capable. Après, le langage, c'est beaucoup de choses et ce n'est pas que de la physiologie et c'est beaucoup du mental. Et la question, c'est de savoir comment des populations qui sont séparées de nous c'est beaucoup, par 1 demi-million d'années, par 500 000 ans de divergence d'évolution, communiquer entre elles. Et le langage, certes, mais quel langage et comment? Un langage sifflé. Il y a même des chercheurs anglo-saxons qui pensaient que peut-être ces gens-là ne parlaient pas mais chantaient. Alors ça peut faire sourire parce qu'en vérité on n'en sait rien, mais c'est vrai que ça permet de se confronter, de se projeter déjà dans une altérité, dans quelque chose de différent. Le langage physiquement bien sûr, mais le langage c'est pas du physique. Quand on parle tous les deux, c'est pas la question de savoir quelle est la forme de ta mandibule et les concepts qu'on est en train d'échanger, les idées, elles nous viennent de l'intérieur de notre crâne et même pas de la morphologie du cerveau ou le fait de savoir que tel ou tel individu a un cerveau plus gros qu'un autre ne te dit rien. Et globalement, le fait de savoir que Néandertal est très encéphalisé, a un cerveau très très large, plus important que le nôtre, et que d'une manière générale, on voit une réduction du cerveau chez Homo sapiens depuis les quelques derniers millénaires. On a un cerveau plus petit qui a 4 ou 5 000 ans, par exemple, ne te dit pas sur ce qui se passe effectivement et sur la capacité de chaque individu ou du groupe humain. Donc le langage doit rester dans ce champ de l'inconnu, qui est celui de la question de l'éthologie, celui de la question est-ce que ces gens-là pensent vraiment comme moi? Qu'est-ce que tu penses, toi, qui a pas mal travaillé sur Néandertal, justement, de la représentation des Néandertals dans des œuvres de fiction? Alors, par exemple, on nous cite la saga des Enfants de la Terre. Alors, je les ai pas beaucoup lus. Alors, pour ce que j'ai lu, je pense que c'est dommage parce que on n'est
passer à côté du sujet, mais j'allais dire c'est pas très grave. C'est ce qu'on disait, Néandertal appartient à la pop culture et il est cette créature qui a échappé à son créateur, qui a échappé à Frankenstein. Et globalement, aujourd'hui, il fait sa belle vie dans les rues de New York ou de Paris. Il est partout. Il est dans le métro, il est dans les imaginaires, il est dans le cinéma. Et on peut partir du principe que toutes ces représentations sont pourries. mais que en lisant Néandertal nu, on va s'en sortir. Non, mais comment dire euh, c'est un petit peu le défi déjà d'arriver à nous représenter et à nous comprendre nous au sein, même pas, je dis pas d'aller essayer qu'un grec essaie de comprendre un anglais, mais déjà dans une petite communauté, dans ton village ou je sais pas où, essayer de se comprendre, dire putain mais pourquoi il fait ça lui, et des fois même dans sa famille on comprend pas son frère ou on comprend pas son père. Et le truc, c'est que il y a un truc qui est très très important, c'est que on voit une diversité biologique en nous. Tu vois, on voit au premier coup d'œil que je te ressemble pas. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Vladimir qui fait 2,05 m. Au premier coup d'œil, tu vois, quand il passe à côté de toi, il est immense et il passe à côté de gens qui font 1,50 m et tu te dis c'est pas possible, c'est la même espèce, quoi. Mais ça, ces divergences biologiques-là, ces différences de morphologie, elles nous sautent aux yeux, elles sont immédiatement, instinctivement, on les comprend de suite. On voit tes yeux bleus, tac, on dit putain, c'est trop beau, tu vois, tac, t'as un truc qui te saute à la face et qui est là. Mais ce qu'on comprend pas, je pense, c'est que les différences mentales entre nous tous là dans une même population avec tes voisins, tes frères, etc., nos différences mentales sont au moins aussi importantes et je pense en réalité beaucoup plus importantes que nos différences biologiques. Et sauf que comme c'est invisible, tu pars du constat inconscient que celui qui est en face de toi pense comme toi. Et en réalité, je pense que celui qui est en face de toi, il y a une diversité de compréhension du monde et de capacité qui est infiniment plus importante même que nos différences biologiques extérieures évidentes. Et ça, comme on le conçoit pas, et quand on croise des gens, on le voit pas. On le voit pas, on le comprend pas, et on est déjà pas nous-mêmes, de nous comprendre, nous, en tant qu'homo sapiens, en train de se dire, on se nous met tous dans un même sac, on dit, oh, on est tous pareils. On est tous très différents, biologiquement, on est tous très différents dans nos sentiments, dans nos capacités d'interpréter, dans nos réactivités, dans nos réactions, dans nos capacités de nous maîtriser. Mais alors, pour Néandertal, mais c'est un ouragan, c'est un abysse insondable. Et je pense qu'on ne... En même temps, il y a des éléments très très concrets sur lesquels on peut se poser et que effectivement le roman sur Néandertal, le bon livre sur Néandertal, celui qui ouvre les portes sans vraiment les refermer, reste à écrire totalement. Alors, on l'a vu, la guerre peut être une explication des relations entre Néandertal et Sapiens, mais pas que. Et on a des sites de fouilles justement où on a des traces de conflits entre les deux. Il faut comprendre qu'en 150 ans d'archéologie, on a découvert une quarantaine de corps pour toute l'Eurasie. C'est rien. Il y a des bouts d'os qui traînent partout, dans tous les sites, mais des bonhommes à peu près complets, on n'a presque rien. Et donc, effectivement, sur les quelques bonhommes qu'on a retrouvés, il y en a qui ont des traces de violence interprétées comme de la violence interpersonnelle, des coups sur le crâne, etc. Mais des vrais beaux conflits comme on a à partir des périodes récentes de la préhistoire, il y a 6, 7, 8 000 ans, dans lesquels on va trouver des caveaux remplis de corps avec des flèches plantées dans les vertèbres. On l'a pas, on aimerait bien l'avoir. Non pas qu'on aimerait qu'il se soit foutu sur la gueule, mais on aimerait bien avoir on aimerait bien avoir un registre anthropologique un peu plus riche, un petit peu plus conséquent. Globalement, dans les périodes anciennes, il y a pratiquement, mais on va taper dans des périodes qui sont un petit peu avant Néandertal, mais il y a pratiquement que quelques sites en Espagne où on a une bonne visibilité. On a le gisement d'Atapuerca, mais les corps ont peut-être, on a une population, on a 28 individus qui ont été retrouvés au fond d'une grotte, et là d'un coup, on a une visibilité, mais c'est il y a 400 000 ans, quelque chose
choses comme ça. Donc on est dans des choses hantées, pré-néandertaliennes, des choses qui sont les ancêtres plus ou moins directs. Mais on n'a pas, on n'a pas le site qui en plus devrait avoir du moment du contact d'il y a 40 000 ans et dans lequel on aurait les corps. Je ne sais pas s'il y a eu conflit, mais ce que j'imagine, c'est que on est face à des populations dans lesquelles, moi j'ai dit, voilà, les dents d'Homo sapiens antérieures à 40 000 ans, c'est 4 dents, 5 dents maintenant avec la grotte Mandrin. Donc on est dans des registres extrêmement rares. Pour tout le début du paléolithique supérieur, ce qu'on appelle l'Aurignacien, pendant longtemps on a pensé qu'on n'avait rien, puis maintenant, en prenant très large, tout l'Aurignacien, c'est les gens qui ont fait la grotte Chauvet, c'est les premiers Homo sapiens, vraiment la grande vague là, de peuplement définitive. On n'a presque rien, on a des bouts de dents, des bouts de mandibules, de rien du tout, et pourtant des registres archéologiques qui sont très très importants et beaucoup d'efforts archéologiques, et donc il nous manque quelque chose. C'est peut-être une question de ritualisation, c'est peut-être une question d'exposition des corps dans les arbres, ou de donner les corps aux grands carnivores à manger aux lions, par exemple, puisqu'on sait qu'ils ont une relation un petit peu particulière aux lions. Ça peut être simplement qu'ils abandonnaient les corps dans l'eau, et là on n'en aura aucune marque. Comme en plus là, sur la question des premiers Homo sapiens, à un moment donné, on a une sorte d'homogénéité culturelle sur l'Europe, on a ces vagues de peuplement, on a à ce moment-là toutes les chances d'avoir un certain nombre de rites, de rapports à la mort qui étaient un petit peu près les mêmes pour toutes ces populations, et ben dans ce rapport à la mort, il est possible, probable, plausible que les populations n'enterraient pas leurs morts, en tout cas dans leur lieu de vie, et pas dans les espaces qu'on a réussi à fouiller jusqu'à présent. Et donc on les a pas. Et donc on a encore moins effectivement les lieux de conflit entre les deux populations. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la navigation, on a Rackham le Rouge, étonnamment, qui nous pose une question sur, sur l'archéologie sous-marine. Est-ce que ça peut aider justement les recherches concernant ces mouvements de population sapiens ? Ça pourrait potentiellement, il y a les travaux de Jacques Collina-Girard qui avait travaillé autour des calanques de Marseille et qui en plongée avait cartographié, je salue Jacques s'il est par là, à cartographier les fonds dans cette zone-là, à repérer un ensemble de grottes dont un certain nombre ont un réel potentiel archéologique. Il y a pas que la grotte Cosquer et ses remarquables peintures, il y a un ensemble d'éléments qui peut-être un jour pourraient nous donner des indications sur les populations méditerranéennes de cette période-là. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui les éléments? On les a pas. On a des cartographies et on a un potentiel. Et certainement qu'un jour il en sortira quelque chose. On nous demande ton avis sur l'utilisation du feu par Néandertal. Oui, je pense que dans tous les sites néandertaliens que j'ai fouillés, j'ai trouvé des foyers. Donc mais c'est pas seulement les sites que j'ai fouillés, c'est quelque chose qui est très largement répandu, qui est très largement maîtrisé. Et effectivement, ces populations, mais le feu, on est certainement dans des maîtrises très anciennes, y compris sur des sites dans la moyenne vallée du Rhône, le gisement d'Orniac 3. On est dans des trucs comme les sites espagnols qui ont plus de 400 000 ans, et on a toutes les indications d'utilisation du feu dans ces périodes-là, déjà avant Néandertal, et d'utilisation commune et très régulière. Donc effectivement, le feu, c'est une bonne question, joue un rôle important dans la socialisation des individus. Le fait qu'on se réunisse le soir autour d'une source de chaleur et de lumière dans lequel on va échanger des idées, des concepts, des objets peut-être. Et effectivement, il est proposé par de très nombreux chercheurs que la maîtrise du feu a marqué un pas dans l'évolution des homininés. Maintenant, effectivement, je pense que ces technologies relativement simples, un petit peu comme la navigation, peuvent remonter très loin dans le temps, sans induire et sans induire le fait que Néandertal ait été un autre nous-mêmes. Est-ce qu'on a découvert des choses archéologiquement, des outils ou autres qui peuvent laisser suggérer des pratiques culturelles comme du jeu ou quelque chose comme ça?
Ça, c'est vraiment un des points très importants et que je développe dans Néandertal nu, et c'est la question du rite. Et c'est vrai que la question du rite est un petit peu passée à l'as en dehors de la question des sépultures et de la question du rapport à la mort. Je pense qu'il y a beaucoup dans les données archéologiques, dans les éléments archéologiques qui doivent nous interroger. Il y a des choses troublantes qui des fois sont difficiles à publier parce que elles sont toujours suggestives plutôt que démonstratives, mais dans les éléments que je donne dans Néandertal nu, c'est une grotte que je fouillais dans le Vaucluse, dans les gorges de Louvèze, un endroit tout à fait merveilleux, sauvage, dans lequel on est rentré dans un dédale souterrain. C'était des falaises qui s'étaient effondrées, et en s'effondrant, ça avait fait une sorte de véritable labyrinthe en 3 dimensions souterrain. Et en allant travailler là-dedans avec des équipes spéléo professionnelles, on a réussi à avancer, fracturer des blocs à la dynamite, évacuer. Ça a été un travail titanesque. J'explique ça dans le bouquin. Et à un moment donné, on est tombé sur une couche un ensemble qu'on a appelé la zone alpha. Et dans cette zone alpha, il y a les populations, ça a 105 à 110 000 ans, et les populations néandertaliennes ont chassé de manière privilégiée les cervidés, et en particulier les cerfs. Et dans les grands cerfs, ils ont pris que les mâles. Et dans les mâles, ils ont exclu les jeunes et les vieux. Et donc, ils se sont focalisés sur les grands cerfs mâles dans la force de l'âge, qui est certainement la proie la plus difficile et quand ils sont dans la période du rut, la moins rigolote à approcher. Ça, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout une courbe on appelle des courbes de mortalité. Si on prend, alors bien sûr, on connaît des hardes dans lesquelles il y a quelques grands mâles qui vivent solitaires, mais globalement, ces populations vivent dans des hardes dans lesquelles il va y avoir des très vieux, des jeunes, et puis des mâles dans la force de l'âge. Et là, on voit une sélection très particulière. Et cette sélection du grand mâle dans la force de l'âge, et dans lequel on va prendre que le mâle dans la force de l'âge, ni les jeunes, ni les vieux, ni les femelles, c'est quelque chose de très étonnant, qu'il faut interroger, qu'il faut essayer de comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que la relation au cerf et au grand cerf mâle, en sociologie, en ethnographie, c'est super bien documenté. C'est la chasse classique du passage à l'âge adulte dans de très très nombreuses populations. C'est la confrontation au couteau entre le cerf et l'homme, et en fait entre l'homme-cerf, c'est-à-dire que ce mouvement, ces rites de passage, ces chasses, souvent dans les pays germaniques d'ailleurs, où on va se confronter au corps à corps et au couteau avec des grands cerfs mâles, marquent des phases de passage à l'âge adulte. Et ces phases de passage, ces phases de ritualisation méritent, je pense, d'être interrogées, toujours en laissant les portes ouvertes. On ne sait pas si Néandertal a chassé pour passer à l'âge adulte, etc. Je ne sais pas ce qu'on dit, mais on ouvre des portes qui nous ouvrent des champs qui, si on ne les interroge pas, ce qu'il faut convoquer, je pense, quand on fait cette archéologie aujourd'hui sur Néandertal et à l'avenir, c'est pas tant de multiplier des études d'ADN, isotopiques, de datation, tout ça c'est super, mais tout ça c'est des outils. Et ce qu'on doit utiliser sont les outils des sciences humaines. Il faut réinvoquer les sciences humaines à la table de la discussion. Aujourd'hui, dans les grandes revues américaines, comme on a publié notre Sapiens, par exemple, c'est très difficile de publier des données brutes de sciences humaines. D'être un ethnologue, un ethnographe, un historien, quelqu'un qui pense l'homme, un philosophe, et de dire je vais publier ma découverte philosophique dans Nature. Mais Nature va dire, monsieur, vous êtes gentil, mais vous comprenez, voilà, blabla, et vous allez être refusé. Et vous n'allez jamais passer les gatekeepers, les gardiens des portes. Et donc, ça va être impossible de publier dans ces grandes revues. Et pourtant, c'est vraiment le combat de ce livre Néandertal nu. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces outils qui permettent de publier dans les grandes revues ne sont que des outils. C'est de la technicité, de la très haute technicité, des outils remarquables qui nous sont absolument essentiels, qui nous permettent de repenser beaucoup de choses.
Mais c'est sur la base de ces outils que maintenant, il faut penser. Quand on parle de la question des échanges de gènes, de la mobilité des femmes, des échanges entre populations, au départ, c'est de la génétique, mais après, derrière, c'est de l'anthropologie culturelle. Et c'est là-dessus qu'il faut penser, utiliser les données des sciences humaines sans état d'âme, sans se censurer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les sciences humaines, on va dire, c'est des sciences molles. Ouais, mais les sciences molles, c'est mon prochain livre. Je vais expliquer comment les sciences molles ont mis en échec et mat tous les sciences dures dans une découverte tout à fait remarquable qu'on a fait justement à la grotte Mandrin. Et ça, on peut s'apercevoir que les sciences humaines, c'est ce qu'on a fait exactement quand j'ouvre des tiroirs, que je regarde des silex et que d'un coup, à 3000 km de là, je dis ça doit être Homo sapiens. Eh ben ça, c'est une partie d'échec réalisée par les sciences humaines et qui, après, est démontrée par des éléments de sciences dures. Mais au départ, c'est bien les sciences humaines qui proposent et qui ouvrent toutes ces hypothèses-là. Et je pense que pour toutes ces questions du jeu, de la ritualisation, de la de rapport entre les individus, on a une masse documentaire. Dire les éléments archéologiques sur Néandertal, c'est pas quelques pièces isolées. On ploie sous les données. On a des centaines de millions d'objets. On sait plus quoi en faire. On a des données extrêmement riches. Et je pense qu'aujourd'hui, plutôt qu'aller faire des statistiques là-dessus, il faut les regarder avec un regard sensible, essayer d'interroger l'éthologie, la sociologie, la philosophie, essayer de réintégrer l'humain et la pensée, convoquer et même invoquer le verbe dans ce qui reste à faire. Est-ce que tu aurais éventuellement des... Alors, tu es libre de refaire la promo de ton bouquin sans aucun problème, il nous reste 5 minutes avec ça, mais de nous conseiller aussi peut-être d'autres livres, les travaux d'autres chercheurs, des documentaires, pour mieux comprendre que ce soit Néandertal, Sapiens ou la relation qu'ils ont pu entretenir ou pas. C'est très difficile. Je dirais que malheureusement, il faut tout lire et ce qu'on considère bon, ce qu'on considère mauvais, la pop culture, tu vois, on parlait des romans, etc. Et c'est au croisement de tout ça que chacun peut se faire vraiment son image. Après, dans les livres grand public, c'est difficile parce qu'il y en a pas eu tant que ça. Ils ont pas tant que ça exploré la question. Moi, je pense qu'il y a un gars qui s'appelle Steven Mitten. Alors, je sais pas s'il est traduit en français. The Singing Neanderthal, le Néandertal chantant. Ça a peut-être été traduit. Et c'est pas nécessairement justement que je partage les vues de ce chercheur, mais c'est qu'il ouvre une certaine manière de penser le monde et de penser Néandertal qui est pas celle très classiquement utilisée et répandue dans le grand public et même au sein de la communauté des chercheurs. J'allais dire, il faut que un petit peu chacun, suivant sa sensibilité, explore. J'allais dire, il n'y a pas un chercheur qu'il faut pas lire. Alors c'est sûr que si on doit lire qu'un livre, il faut lire Néandertal nu. Mais ça, c'est vraiment une évidence première. D'abord parce que vous allez vous régaler et ensuite parce que j'ouvre toutes les portes qui n'ont jamais été ouvertes. Et ensuite, j'allais dire, c'est vraiment, quand on est confronté à un livre, on se balade généralement dans une librairie et puis ça va être un coup de foudre entre les 4 premières phrases qu'on va lire derrière, l'image qui est devant et il y a un truc qu'on va sentir. Et j'allais dire que c'est un petit peu chacun suivant sa sensibilité et que il y a plein de choses vis-à-vis desquelles je suis pas d'accord, mais que rien n'est mauvais à lire. Merci pour cet entretien, Ludovic. Merci de nous avoir accordé 2 heures de ton temps, toi qui as été pas mal occupé dans les derniers mois. Un grand merci à toi, Ben, et à toute ta communauté. Moi, j'adore la dialectique, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir échanger comme ça sur un temps long, de rentrer vraiment dans le sujet. Pour moi, c'était super plaisant. Donc, à plus quand tu veux. Merci à tous, passez une bonne soirée. Et Ludovic, encore merci. Ciao, ciao!